Je me présente très rapidement, Isabelle Roux, je suis chargée de liaison entreprise-emploi à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. En l'occurrence, je relais ma collègue Hélène Colson, qui est notre chargée de mission filière du numérique, qui donc organise cette semaine du numérique. Elle nous rejoindra d'ailleurs un petit peu plus tard, elle est sur un autre événement en parallèle en visio. Donc, cette semaine, l'emploi numérique, c'est la 4e édition pour cette année, tout en distanciel. Et les 3 thématiques principales, ce sont l'inclusion, les filières, les métiers du numérique, sachant qu'on sait que c'est une filière très porteur pour l'avenir. Donc, nous qui travaillons sur l'emploi, c'est une thématique importante. Et puis, il y a un 3e volet tourné plutôt vers les entreprises, les associations, sur la thématique de la transformation digitale dans les entreprises. Et donc, c'est le webinaire de ce matin fait partie de ces 4 propositions de contenu pour les entreprises. Voilà. Donc, la semaine se termine demain. Un certain nombre d'entre vous ont participé déjà à des conférences hier. Et donc, aujourd'hui, la thématique voilà, vous a été annoncée. On a le plaisir d'avoir comme intervenant donc, Denis Chatin de l'ENE, donc Entreprise et Numérique, qui est un dispositif important sur notre territoire, qui existe déjà depuis un certain temps, et qui va nous présenter faire un état des lieux des sujets et des projets qui peuvent vous aider en tant que structure, que vous soyez entreprise, association, à mener des projets sur le numérique. Et l'idée, voilà, comme disait Denis, comme nous ne sommes pas très nombreux, c'est vraiment l'idée de pouvoir échanger, prendre la parole, avoir des temps interactifs. Donc, dans les petites règles, je rappelle, mais vous connaissez, coupez vos micros si c'est possible pour qu'il n'y ait pas d'interférence de son, étant donné qu'en plus, on enregistre ce webinaire. Mais bien sûr, ça ne vous empêchera pas de prendre la parole sur réponse. Et ce qu'on a prévenu avec Denis, c'est que voilà, il y a une présentation. Posez vos questions dans le chat au fil de l'eau s'il y a des questions ciblées sur la présentation et je pourrais les poser à Denis. Et puis, on fera des moments de questions-réponses où là, des pauses, on va dire, où vous pourrez prendre la parole. Il y aura des échanges interactifs. Il y en aura plusieurs pendant ce webinaire. Donc voilà pour les petites règles de bienvenue. Je vais laisser la parole à Denis et que je remercie déjà d'être présent et d'animer ce webinaire. Et puis je vais vous passer la main comme animateur, que vous puissiez aussi mettre vos PowerPoint par la suite. Okay. Voilà. Bon, du coup, je vais prendre la main. Donc moi, je vous propose quelque chose autour du numérique. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour vous, je pense? Oui. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quelque chose d'assez générique, un peu genre état de l'art, parce que c'est un sujet qui me semblait intéressant pour vous, puisque l'idée, c'était plutôt orienter culture générale sur le numérique, les projets, les tendances, etc. Et puis l'éternelle question des dirigeants d'entreprise, c'est souvent, est-ce que j'y vais pas, tiens, il y a tel techno, est-ce que c'est intéressant? Et c'est un peu souvent ça, c'est est-ce qu'on peut rester sur le quai alors que le train est en train de passer, quoi. Voilà, c'est souvent un peu ça dans nos métiers, parce que les technologies évoluent très vite. Et il y a des fois, pour prendre de l'avance, il faut essayer avant les autres, quoi. Donc, c'est l'éternelle question qu'on rencontre sur ce genre de techno, et comme beaucoup d'autres technos d'ailleurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous donner un peu un repère sur le numérique au service du développement de chaque entreprise. Donc, on va parler de l'environnement général des entreprises qui se numérisent, les différents usages et leur impact, et puis les projets et comment on gère ça dans une entreprise. Quelques tendances à prendre en compte, quelque chose d'assez large qui vous permettra peut-être de réagir et de poser des questions. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Denis Chatin. Je suis salarié de la CCI de Lyon, mais je travaille depuis la création de l'ENE. Je suis un des fondateurs de l'ENE. Qui est une structure associative qui a été créée en fait en 2003 par les chambres de commerce, chambres de métiers, CPME, MEDEF et Métropole de Lyon, avec une idée, c'était de faire un centre de ressources mutualisé pour les entreprises, pour toute cette structure-là. Donc, une association qui n'est pas une association de prestataires, comme on peut trouver ailleurs, c'est parce que dans les attentes des entreprises, il y avait une volonté de trouver un espace où on puisse venir sans qu'il y ait d'orientation commerciale, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sponsor, vous ne verrez pas des logos de Microsoft,
de Facebook, etc. chez nous, et vraiment d'avoir une approche, entre guillemets, avec une notion de neutralité. Donc, notre cible, c'est plutôt les PME, PMI et les TPE. Donc, nous, les grands groupes, on ne connaît pas trop, quoi. Et vraiment avoir une approche qui est pragmatique du numérique pour aider les gens à passer le cap, en gros, améliorer leur système peut-être existant ou développer des nouvelles choses. Toujours avec un esprit, c'est que souvent, nous, on a en face des gens qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, essayer d'adapter le langage pour qu'on arrive à ne pas leur fourguer de la techno sans arrêt et de pouvoir leur faciliter la compréhension. Donc, un ensemble de services qui sont… Alors, on est une équipe de 20 personnes et on a une envergure régionale maintenant, puisque tous nos actions sont proposées sur l'ensemble de la région, qui est très grande. Voilà, donc ça, c'est le cas. Donc, on est une vingtaine, mais on a une cinquantaine de conseillers numériques sur l'ensemble de la région, qui sont plutôt des gens qu'on a formés et qui sont salariés de structures comme les chambres de commerce, chambres de métiers, puisque c'est nos fondateurs. Donc, on a un point d'appui local à chaque fois, quoi. Voilà. Donc, on est basé sur le campus qui, pour l'instant, est à Confluence et à partir de l'année prochaine, on sera à Charbonnières dans le nouveau campus numérique de la région. Alors, ce qui peut vous intéresser, puisque vous êtes là et que le numérique vous intéresse, on a développé pas mal de contenu parce que dans nos missions, entre guillemets, il y a une première mission qu'on s'est mis qui s'appelle comprendre, aider à comprendre, en fait, ce domaine qui est parfois un peu ardu. C'est comme tous les métiers. Moi, quand je rencontre les gens qui sont sur l'emploi ou la formation, ils ont aussi leur propre langage avec des codes et je ne comprends pas forcément complètement les choses. Il y a des acronymes, des trucs comme ça. Dans notre métier, c'est pareil. Et donc, on a développé pas mal de choses pour essayer de permettre aux gens de comprendre. Alors, ça prend plusieurs formes. Un site qui s'appelle 12h15, là que vous voyez en haut, peut-être en bas, mais j'ai une partie de la vidéo qui cache. Mais je pense que vous devez voir www.12h15.fr. Oui, sur lequel vous allez trouver pas mal de contenu, des retours d'expérience d'entreprise, etc. Sur le site, vous trouvez aussi un agenda. On fait pas mal maintenant de webconférences, hein, puisqu'avant on faisait du présentiel. Vous allez retrouver des choses sur comment gérer son projet de site web. On a beaucoup de choses autour du web qui est un domaine qui est encore mal maîtrisé par les entreprises. Donc, comment optimiser sa présence locale, enfin, un certain nombre de choses, à la fois plutôt sur le e-marketing, etc. Donc là, c'est des ateliers qui sont gratuits, qui durent à peu près 1h30. Il y en a certains qui sont privés, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, là, il y a un petit truc marqué public. Alors, c'est écrit très petit, là. C'est qu'en fait, on a des programmes d'accompagnement dont je vais parler après, qui intègrent en général de la formation. Voilà. Et puis des contenus qui peuvent être vous voyez comme derrière là, des espèces de petits livrets. Donc, on en a fait, moi j'en ai écrit 2 sur les objets connectés. C'est un domaine qui s'est développé depuis quelques années, qui change beaucoup la face enfin beaucoup de services en fait. Donc voilà, puis on a les points de vente, on a des choses sur le bâtiment. Donc, ça c'est en libre service et ça correspond à la première brique qui correspond à faire comprendre aux gens que c'est un intérêt et comment ça marche surtout. Parce qu'en fait, souvent, les gens font confiance à leurs prestataires, mais on est quand même dans un domaine qui est assez compliqué et qui demande pas mal de compétences. Et du coup, souvent, les gens ne maîtrisent pas bien et ont du mal à gérer leur projet derrière. Donc ça, c'est un premier volet de notre activité. Deuxième volet, c'est bien de vous expliquer que c'est un intérêt, mais il faut aussi derrière arriver à réaliser. Et ce qu'on constate en général dans les entreprises, c'est le responsable de projet dans les petites et moyennes entreprises, c'est le responsable de la fonction. Donc, ça peut être le commercial pour la partie web, ça peut être le responsable de production pour la partie gestion de production, etc., qui ne sont pas des gens qui ont l'habitude de gérer des projets numériques. Ils l'ont peut-être fait dans le passé, mais peut-être il y a 10 ans, etc. Donc, un domaine qui n'est pas simple parce que souvent, on a un peu du mal à définir ses besoins, trouver une solution qui correspond à son besoin et contractualiser pour éviter les problèmes lors de la réalisation du projet. Donc, on a beaucoup d'accompagnements qui sont dans cet esprit-là, c'est-à-dire aider les gens avec quelqu'un d'extérieur qui vient vous aider à définir votre projet et trouver la solution la plus adaptée à votre besoin. Ça permet de sécuriser le projet et ces programmes-là sont financés en général par la région ou l'Europe. Enfin, on a différents types d'interventions. Des programmes comme Atout qui sont plutôt réservés, moi je dis souvent des primo-accédants, c'est-à-dire des projets relativement courants, sites web, etc. Un programme plutôt qui demande plus d'expertise, donc là-dedans on va retrouver des gens qui intègrent ce qu'on a le vilain mot que les entreprises n'aiment pas, les ERP, logiciels de gestion intégrés, ou
ou d'autres fonctions comme la gestion de production, des choses comme ça. Et puis, à droite, vous avez des programmes qui sont plutôt dédiés à l'industrie. Alors, je ne vais pas en parler ici, parce que vous pourrez aller voir sur le site, hein, c'est www.ene.fr, mais il existe pas mal d'aides. Alors, ce n'est pas des aides qui sont plutôt sur le financement de la solution, mais plutôt sur l'accompagnement du projet. Voilà. En ce moment, il y en a pour les commerçants, sur la partie e-commerce, etc. Mais la plupart du temps, c'est plutôt accompagner le projet de l'entreprise. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on fait à l'ENE. Donc voilà, pourquoi le numérique, c'est un sujet pour les entreprises? Parce que nos activités quotidiennes changent et puis le numérique, il est omniprésent dans notre quotidien. C'est quelque chose qui s'est amplifié. Alors, on a eu déjà ce phénomène dans le passé avec l'arrivée du PC, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez… Moi, dans ma génération, le PC est arrivé, en fait, et du coup, ça a un peu révolutionné le monde des entreprises avec la création de logiciels de gestion, de choses comme ça, des postes avec de la bureautique. Enfin, ça a été déjà un peu la révolution à cette époque. Et souvent, on avait ce phénomène qui est que les gens étaient parfois plus équipés chez eux que dans l'entreprise. Donc, des phénomènes qu'on voit comme ça, qui s'est encore amplifié, parce que maintenant, c'est des choses que vous utilisez couramment. C'est-à-dire que vous n'avez plus de questions. La démocratisation du portable là, dans les années 80, on va dire 2005 plutôt, avec l'arrivée de l'iPhone, a démocratisé l'accès à Internet. Maintenant, c'est quelque chose d'assez courant et l'utilisation de services qui sont souvent très, très conviviaux et qui finalement sont dans l'usage quotidien. C'est-à-dire que la visio, WhatsApp, si vous avez des gens avec lesquels vous conversez rapidement, fréquemment, c'est vraiment des usages qui sont assez pratiques et qu'on aurait peut-être envie de retrouver dans une entreprise. Tout notre environnement, en fait, se dématérialise. On le voit en ce moment, hein, concrètement, il y a eu un coup très très fort avec malheureusement le Covid et le confinement. Ces notions de télétravail, des visios comme ça, on n'en aurait jamais fait avant, quoi. Là, il y a vraiment un phénomène extérieur qui fait que on a démocratisé ces usages-là qui rentrent dans les entreprises, mais souvent avec des usages qui viennent du grand public. C'est quelque chose qu'on retrouve en général dans l'informatique, c'est-à-dire que les gens attendent d'avoir des services pratiques parce que c'est nécessaire pour la relation ou pour trouver l'information au bon moment, etc. Donc on ne peut pas trop y échapper parce que ça fait partie de notre environnement. Donc, quelqu'un qui ne veut pas utiliser ça, ben, il se décale. On voit bien un peu en ce moment avec les commerçants qui n'ont pas forcément souhaité passer sur le e-commerce, ben, ils se retrouvent décalés par rapport aux attentes des clients qui, eux, attendent des services qui peuvent être que des services, du click and collect ou simplement des prises de rendez-vous à distance pour pouvoir venir dans le magasin. On peut inventer plein de choses avec ces services. Voilà. Après, dans les choses à tenir en compte, alors moi, nous, on n'est pas spécialiste de l'emploi, pas du tout, hein, mais n'empêche qu'on a une problématique qu'on rencontre actuellement par rapport au numérique, c'est qu'on a des générations. On a la génération emailing, hein, moi je suis un peu de la génération emailing, c'est-à-dire que moi, dans mon travail, j'ai toujours utilisé ça depuis que ça existe. Et puis, vous avez des nouvelles générations qui arrivent sur l'emploi. Vous avez, alors ceux-là, ils y sont depuis quelque temps, la génération que moi j'appelle génération digitale ou MSN, c'est les jeunes qui ont déjà entre 25 et 30 ans et qui ont déjà commencé à travailler en collaboration avec MSN. Moi, mes enfants qui ont à peu près cet âge-là, ils ont fait leur projet d'études, entre guillemets, lorsqu'ils passaient le bac, à distance avec leurs collègues, avec MSN, qui était ni plus ni moins qu'un embryon de Facebook. Hein, ça faisait à peu près la même chose, sauf qu'ils se sont fait passer devant par une autre solution. Donc ces gens, ils ont travaillé plutôt avec des PC. Donc c'est une génération qui est très habituée. Vous les mettez devant une ergonomie de PC, ça ne pose pas de problème. Ce qui n'est pas le cas de la génération mobile. Là. Vous avez des nouvelles générations. Alors pour l'instant, ça reste encore peut-être les stagiaires de troisième que vous avez dans vos entreprises, mais c'est la génération mobile avec une interaction qui est vraiment différente dans le sens où vous les mettez devant un ordinateur, ils ne sont pas forcément super à l'aise et néanmoins, ils n'ont peut-être même pas d'ordinateur chez eux. C'est une génération sans ordinateur parfois, ce qui a posé problème aussi pendant la période de confinement pour les devoirs, parce qu'à la maison, ils avaient plein de mobiles, en fait, de téléphones mobiles, mais pas du tout d'ordinateur, et tout ce qu'on leur proposait était plutôt dédié à des environnements de ce type-là. Et ça, c'est aussi bien vos clients
qui attendent des services qui correspondent à leurs attentes, hein. C'est-à-dire que la génération qui est à droite, ça sera plutôt sur le mobile. Les autres, ça ne leur posera pas de problème si c'est sur un ordinateur, mais ils utilisent aussi le mobile. Et puis ceux de complètement à gauche, ben, il y en a certains qui sont mal à l'aise par rapport au numérique. Donc ça, c'est les clients, mais c'est aussi les salariés qui sont des clients du système d'information. Donc, vous pouvez avoir la volonté de développer des choses dans une entreprise avec, je ne sais pas, pour la production, aller chercher au plus près l'information auprès des machines-outils et des gens de cette génération-là qui ne sont vraiment pas à l'aise avec ces technologies. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les accompagner et, et effectivement tenir compte de cet aspect humain, parce qu'en fait, les technologies, ça ne fait que derrière, ça ne marche qu'avec des utilisateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Et puis, on a la nouvelle génération là, qui arrive, le bébé qui est là. Lui, on ne sait pas trop ce qu'il fera dans le futur. Mais en gros, dès qu'on crée un système, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. C'est-à-dire, est-ce que ça marche sur ordinateur? Est-ce que ça va marcher sur mobile? Est-ce que l'ergonomie, qui devient quelque chose de très important, est quelque chose qui va exister sur le système qu'on va intégrer? Et c'est là qu'on voit souvent un gros gap entre les applications, entre guillemets, grand public, qui sont de la génération web avec des ergonomies très sympathiques. Quand vous faites du e-commerce, en général, c'est des choses très fluides et on va travailler beaucoup sur l'ergonomie. Et les applications traditionnelles venant des éditeurs de logiciels qui sont souvent un peu archaïques au niveau de l'ergonomie. Et pour l'instant, on n'est pas encore en phase par rapport à ça, parce que développer une application, entre guillemets, mobile, c'est assez compliqué dans le sens où un ordinateur, vous avez souvent beaucoup de fonctionnalités et une application mobile, c'est une fonction, une app, une fonction, quoi. On est vraiment sur des choses qui sont vraiment différentes en termes d'ergonomie et il faudrait presque faire un bouquet de services avec plein de petites apps qui correspondent à ce qu'on retrouverait sur un ordinateur. Et pour l'instant, les éditeurs, c'est tellement lourd à développer que pour l'instant, ils n'en sont pas là. Donc, on va peut-être intégrer dans une entreprise un produit qui ne va pas être super convivial et ça va être un frein à l'utilisation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des éléments à prendre en compte. Donc, l'accompagnement du changement et aussi tenir compte de ces différentes générations en sachant que ceux qui sont de la génération mobile ne sont pas forcément les personnes les plus adaptées pour gérer un projet numérique dans une entreprise. Ce n'est pas parce qu'ils maîtrisent bien Facebook que pour autant, vous pouvez les mettre sur des sujets sérieux de création de sites web parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience et pas une approche aussi pragmatique peut-être qu'on attendrait, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi le défaut qu'on a souvent. On va prendre un petit jeune pour faire un projet numérique, ce qui n'est pas forcément tout le temps la solution la plus adaptée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre de l'outil? En fait, ça reste qu'un outil au service de mon métier, en fait, hein, une solution. Donc, derrière, ça peut être plein de choses, hein, mais en gros, ce qu'on va attendre, c'est qu'elle soit efficace. Donc, quelque chose d'assez ergonomique, pratique à utiliser. Et puis, cette notion de disponibilité. Donc, disponibilité, très vite, ça fait appel à des problématiques de sécurité, par exemple informatique ou de maintenance, etc., pour que le système il soit opérationnel quand on en a besoin, quoi. Donc, c'est vraiment ne pas attendre pour avoir le service, etc., qui sont des attentes qui sont importantes, sans quoi le système va être rejeté. Donc, ça, c'est des éléments assez importants qu'on va essayer de rechercher dans une solution. Donc, dès qu'on a un projet, on va essayer de faire des tests, donner des données pour essayer d'utiliser, etc. On ne choisit pas après une démonstration faite par un prestataire. On va essayer d'intégrer des solutions, mettre les gens devant pour voir comment ça se passe. Donc, vous voyez déjà, dès qu'on choisit une solution, ça prend du temps. Parce qu'autrement, on risque de choisir sur un coup de tête et pas avoir la solution adaptée à son besoin. Voilà. Alors, après, dans les problématiques qu'on rencontre dans les entreprises, c'est que depuis l'arrivée d'Internet, il y a beaucoup de modèles économiques qui ont changé chez les éditeurs. Vous avez des solutions qui sont à géométrie variable en fonction de son usage, souvent. Avant, on achetait des licences, et on avait un poste, un prix, etc. Et maintenant, c'est de plus en plus en géométrie variable. C'est-à-dire que vous avez des solutions qui sont gratuites jusqu'à, des solutions qui sont derrière, qui peuvent évoluer avec le temps, par utilisateur, etc. Donc, c'est devenu assez complexe. Mais c'est une façon aussi de mettre le pied dans la porte pour les éditeurs. C'est-à-dire le moyen de diffuser une solution, c'est aussi de vous proposer un essai gratuit
puisque maintenant tout est dématérialisé. On n'a plus forcément une chaîne de distribution comme on avait avant, avec un éditeur, des distributeurs locaux, etc., et des gens pour vous accompagner. Maintenant, la plupart des solutions, et en particulier sur des solutions, par exemple, de relations clients, tout ce qui est web, etc., sont des solutions qui sont quasiment gratuites pendant un mois, un an, ou en fonction de la volumétrie de l'usage. Et maintenant, ça veut dire que dans les entreprises, pour choisir une solution, il va falloir passer du temps pour voir si la solution elle est adaptée à son besoin en intégrant des données, en commençant à utiliser. Et pour l'éditeur, c'est une façon assez élégante de rentrer chez vous et finalement de vous faire adopter une solution parce qu'elle est gratuite, entre guillemets. C'est une stratégie de diffusion de l'édition de logiciels et ça s'est beaucoup développé avec les solutions qu'on trouve en ligne maintenant, dans beaucoup de cas, où en fait, les éditeurs font un peu du e-commerce, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une position où ils offrent un service, vous pouvez le tester, et puis après, il y a toute une procédure qui correspond à du e-commerce, on va prendre des licences en ligne sans rencontrer personne, et ça veut dire aussi qu'il faut avoir en interne des gens un peu aguerris pour pouvoir tester ces solutions, regarder ou se faire accompagner, quoi. Voilà. Mais par contre, rien n'est gratuit dans la vie, hein. Quand c'est gratuit complètement, c'est que c'est vous le produit ou vos données, en résumé. Il ne faut pas croire que faire un site de e-commerce, ça coûte 100 euros. C'est hors de prix. Ce n'est pas du tout relatif à la réalité, parce que derrière, ça demande des compétences extrêmement pointues, de plus en plus pointues. Et du coup, il va falloir alimenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ou malheureusement, c'est aussi pour tester le produit. Vous avez des stratégies comme ça où c'est gratuit pendant quelques temps, puis tout d'un coup, ça devient payant. Et il y a beaucoup de solutions comme ça où en fait, on utilise la communauté pour développer la marque en fait. Et puis au bout d'un moment, dès qu'on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, on passe dans un modèle payant avec des fonctionnalités peut-être plus avancées. Mais en général, rien n'est gratuit dans la vie, quoi. Voilà, c'est simplement le numérique coûte cher, mais c'est un outil de travail. Donc, dans beaucoup d'entreprises, ça fait partie des choses qu'il va falloir équiper, quoi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour une première phase. Si vous aviez des questions, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Non, il n'y avait pas de questions dans le chat, mais c'est l'occasion, voilà, si certains veulent prendre la parole par rapport à cette première partie, à la fois sur les notions un peu générales. Alors moi, ce que vous venez de dire, Denis, m'a fait penser à l'effet Zoom du premier confinement où Zoom a fait sauter la barrière des 40 minutes et a rendu gratuit un outil accessible, gratuit, sans limite. Ouais. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont utilisé cet outil-là et ça leur a permis de se faire connaître. Bien sûr. Donc, je pense que ça fait partie de ce que vous disiez, des stratégies. Le meilleur exemple, c'est ce que je cite souvent, c'est Avast. Avast, que vous connaissez peut-être, qui est un antivirus qui est arrivé sur un marché saturé avec, il y avait Norton, il y avait d'autres acteurs. Il est arrivé avec une solution gratuite pour les particuliers. Ils ont généré en fait leur parc installé, leur marque. Et puis maintenant, si vous avez Avast à la maison, il y a toujours des pop-up qui vous disent que vous êtes mal protégé et qu'il y a une solution payante plus intéressante. Voilà. C'est une stratégie en fait commerciale, on va dire, qui est un peu nouvelle avec l'arrivée des solutions en mode SaaS, etc. Enfin, en mode en ligne. Et ça vient plutôt des pratiques qui viennent du web, ce qui est vraiment une rupture dans l'édition de logiciels en fait. Mais ça, c'est vraiment nouveau et ça change aussi la façon de gérer ces projets. C'est-à-dire qu'avant, on achetait une licence, on payait moins cher peut-être les mises à jour après. Maintenant, il faut regarder quasiment le projet sur 3 ans en disant je compare une solution en mode licence d'une solution en mode hébergé pour voir si. Mais finalement, souvent, ça coûte le même prix, en résumé. Voilà. C'est un peu plus souple parce qu'on peut rajouter, supprimer une licence, etc. Mais finalement, ça coûte la même chose. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer du coup. Allez-y. Alors, je vais vous donner un petit peu des trucs qui sont macro là. En fait, c'est que le monde de l'entreprise, elle change beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes de valeur qui se modifient, etc. Alors, c'est un sujet qui est souvent un peu, comment dire, on va dire un peu théorique, mais de tout temps, les technologies, elles ont modifié l'environnement des entreprises. Là, je vous ai mis une pub pour Berlier. Alors, je ne sais pas de quand elle date, mais en fait, il vous explique que finalement, le transport avec des animaux, c'est bien, mais qu'un camion, c'est plus fort que 12 chevaux et que quand le camion ne travaille pas, il n'y a pas de frais, quoi. Donc déjà, à cette époque-là, on peut se dire que les gens qui travaillaient dans l'environnement du cheval, eh ben, ils ont dû être, entre guillemets, perturbés par cette technologie qui arrivait. À droite, je vous ai mis quelque chose de très lyonnais, qui est le métier jacquard.
qui a révolutionné le monde de la fabrication textile, quoi. Donc, de tout temps, l'environnement de l'entreprise, elle a été modifié par des technologies qui arrivent. On a vu l'industrialisation, etc., l'arrivée de l'électricité, la machine à vapeur, etc., l'automatisme. Donc, de tout temps, ça a fait ça. Et après, ça va plus ou moins vite. Le nouveau ne sort pas l'ancien, mais apparaît à côté, puis petit à petit, c'est ce que disait Schumpeter. Donc, en résumé, jusqu'à le ruiner, c'est-à-dire qu'il le remplace. La particularité, c'est que là, maintenant, ça va très, très vite. C'est-à-dire que nous, on a des cycles qui sont quasiment de 10 ans et on voit sur des solutions. Regardez simplement Facebook, la durée de vie de Facebook, ça existe encore, mais les nouvelles générations, elles utilisent plutôt TikTok. Parce qu'en fait, ils ne retrouvent pas le modèle de Facebook. Pour eux, c'est le truc qu'on va retrouver leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents, mais pas du tout les jeunes. Donc, on a des cycles de vie qui sont extrêmement courts sur les solutions, avec beaucoup d'effets d'annonce. Et souvent, c'est un peu compliqué de se repérer parce que ça change très vite. Mais toutes ces technos, elles changent beaucoup de choses avec un environnement qui est plus compliqué. Alors, c'est un peu guerrier, mais je trouve que c'était assez illustrant. C'est pas moi qui l'ai créé, cette slide-là, mais elle est assez intéressante. Avant, on avait des frontières. On avait des frontières parfois géographiques, des frontières qui étaient la douane, en résumé. Et souvent, quand on fabriquait un produit, on avait une stratégie de distribution bien différente. C'est-à-dire qu'on avait peut-être la vente en direct sur place, des distributeurs dans d'autres pays, et puis des contrats qui encadraient tout ça, qui faisaient qu'on était assez protégé. Le distributeur allemand ne venait pas forcément vendre sur mon territoire, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant avec le e-commerce. Vous allez sur une plateforme de e-commerce, vous allez peut-être acheter un produit qui vient d'un autre pays, alors que la société qui finalement fabrique le produit a peut-être essayé d'organiser sa distribution par pays parce que les prix ne sont pas les mêmes, les conditions de vente ne sont pas les mêmes, etc. Donc on a vraiment, l'arrivée d'Internet, ça a coupé ça a cassé un peu ces barrières, on va dire, même si elles existent encore. Donc en fait, cette chose-là a amené en fait beaucoup plus de concurrence sur les prix, puisqu'en fait maintenant les prix sont quasiment publics. Et là-dessus, vous avez aussi un changement de modèle où vous avez parfois les distributeurs, les grossistes qui se mettent à vendre ou même le fabricant qui vend directement et qui arrive en concurrence avec son réseau de distribution. Donc, des choses qui changent beaucoup. Et un nouvel acteur peut très bien arriver sur votre secteur d'activité, très très fort sur le numérique, et vous passez devant parce qu'il apporte des services en ligne que vous ne proposez pas. Et du coup, les gens qui étaient clients chez vous vont passer dans sur une autre solution. On l'a vu dans l'imprimerie avec toutes les solutions de portail d'impression où en fait les gens ne sont pas du tout imprimeurs, mais viennent faire de l'intermédiation, ce qu'on appelle les ubérifications de l'économie. Mais on l'a vu dans le tourisme, on l'a vu dans plein de secteurs. Là, quand je parlais de l'imprimerie, c'est Vistaprint ou des solutions de ce type-là. En fait, c'est eux qui finalement définissent le marché. En fait. Donc ça, c'est sur le côté marché. Donc ça, ça va toucher quoi dans l'entreprise? Ça ne touche pas que le service commercial, ça peut toucher c'est la direction du marketing, la direction digitale, puisqu'il va falloir créer des services s'il y en a une. Mais c'est aussi les aspects juridiques. Dès qu'on parle, par exemple, d'importation parallèle, ben ça, c'est des problématiques de contrat. Et souvent, c'est difficile parce que ça va très vite, en fait. Voilà. Ça, c'est le premier volet assez important, avec soit des plateformes qui viennent vous concurrencer, soit des gens très agiles avec le numérique et qui viennent vous titiller sur votre marché très rapidement. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a un autre environnement qui a changé, c'est le côté influence. Alors je vous donnerai des exemples parce que ça c'est assez théorique, mais quelque part on voit très bien que les marques peuvent être attaquées par des citoyens. Avant on avait 50 millions de consommateurs, mais là n'importe qui peut dire n'importe quoi sur une marque, etc. Et donc on a une forte influence des communautés qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors je vais vous donner un exemple, ça sera encore peut-être plus clair, mais là, par exemple, je vous donne un exemple qui n'est pas du tout des réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est effectivement les réseaux sociaux dont on parle quand on parle d'influenceurs. Là, c'est une application qui s'appelle Yuka, que vous connaissez peut-être tous, qui permet de savoir quelle est la qualité gustative, pas gustative, la qualité des produits, entre guillemets, parce qu'il y a des adjuvants, des choses comme ça dans les produits. Ça ne veut pas dire s'il y a trop de gras, bon, il ne faut pas manger de saucisson, résumé sur cette application-là, mais ça, c'est pourtant bon quand même.
Et là, l'impact, c'est quoi? C'est Intermarché qui a lancé un plan où, en fait, pour tous leurs fabricants de produits propres, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 900 produits, puisqu'on voit qu'il y a 900 recettes, comme ils étaient attaqués pas mal sur Yuka, ben, ils ont demandé à tous leurs fabricants de produits propres, c'est-à-dire des marques Intermarché qui sont fabriquées par des fabricants tiers, de revoir toutes les recettes de manière à avoir une meilleure note sur Yuka. Donc, vous voyez, une application peut influencer un secteur de vente, mais aussi le côté industriel derrière, puisque derrière, les industriels ont été obligés de reformuler leurs recettes. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple d'influence qui n'est pas lié à d'activisme ou des choses comme ça. C'est une application qui va changer un peu le modèle de la vision des produits. Jusqu'à présent, on ne lisait pas les étiquettes, mais là, ça traduit l'étiquette, en fait. Voilà. Des choses qui arrivent et auxquelles beaucoup de gens ne s'attendent pas forcément, c'est la petite librairie qui est devenue un mastodonte du e-commerce. En 2012, ils ont créé un truc qui s'appelle Amazon Supply, qui n'a pas été trop présent en Europe, et qui depuis 2018 s'appelle Amazon Business. Alors souvent, quand vous achetez dans une entreprise des produits sur une plateforme, on a des problèmes parce qu'on n'a pas de facture avec la TVA, etc. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, Amazon propose une solution qui est destinée aux entreprises. Et là, vous verrez, ce n'est plus du tout des produits grand public. On va retrouver des courroies, on va retrouver des roulements à billes, etc. Et avec une approche qui est celle d'Amazon, c'est de la livraison, c'est des spécialistes de la logistique. Et un catalogue, je ne sais pas si vous connaissez le logo d'Amazon, mais c'est les produits de A à Z les moins chers, est disponible. Donc là, il s'attaque à un marché qui est plus du tout le B2C, mais le B2B, avec un acteur qui a une image de livraison très courte et de qualité de service, et un catalogue très très riche, puisqu'en fait, vous avez sûrement quelqu'un qui a le produit en stock dont vous avez besoin. Voilà. Alors, je fais des interventions là sur un programme qui s'appelle Stratégie PME, et donc il y avait un espèce de débat, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le négoce, et il y avait un industriel qui expliquait, mais moi, en fait, j'utilise parce que, eh ben, en fait, c'est ouvert 24 heures sur 24. Moi, si j'ai besoin d'une pièce, je sais que je l'ai le lendemain. Et si j'appelle mon distributeur habituel, ben, il ne l'a pas en stock, quoi. Il va falloir qu'il le commande chez le grossiste national, qui lui-même va se la... Et en fait, si c'est 19 heures, c'est fermé. Et pareil, là, à côté, vous avez Alibaba. Alibaba, c'est le site chinois. Ce même industriel disait qu'il cherchait des raccords, je ne sais plus quoi, haute pression, etc. Quand il appelait ses distributeurs français, il fallait en acheter 50. Et il les a fait fabriquer sur mesure sur Alibaba. Il les a eus dans la semaine. Donc, vous voyez, des secteurs qui étaient jusqu'à présent un peu protégés de proximité, etc., peuvent être révolutionnés. Et là, c'est la deuxième phase du e-commerce. C'est-à-dire qu'on a eu le e-commerce B2C. Et là, on a le e-commerce B2B qui commence à se développer avec un apport de service en fait pour l'utilisateur. J'ai une machine en panne, je trouverai peut-être la pièce là-dessus, je l'ai le lendemain par la poste et je n'ai pas besoin de me déplacer. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'approche de Amazon Business n'est pas faite pour les petites entreprises, puisque derrière, c'est raccordé avec les systèmes d'achat. Là, vous voyez en bas, il y a marqué SAP Arba. SAP, c'est une grosse solution qu'on trouve dans les grands groupes. L'idée, c'est de faciliter les achats aussi de produits courants, de produits de nettoyage, etc. Et je pense que ça va toucher énormément d'entreprises de négoce qui ne se sont pas bougées par rapport à ça. Voilà. Donc là, il y a des enjeux de numérisation dans ce secteur-là, de manière à apporter un service H24. En résumé, c'est ça. Ça apporte un service pour les gens qui ont des besoins parfois instantanés. Hein. Si j'ai une machine en panne, ça veut dire qu'il y a des coûts derrière. Et Amazon, malheureusement, est très bon sur la partie logistique. Et les gens ont assez confiance. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils sont bons, en fait. Voilà. Malheureusement, c'est ça, le problème. Ils sont très bons, très méchants, mais très bons aussi. Pour l'utilisateur, c'est des services qui sont orientés pour le client, en fait. Il faut voir ça. Et c'est vraiment une approche orientée client qu'il faut avoir dès qu'on développe un service en ligne. Et mettre les clients dessus, et leur faire tester, avoir des retours d'expérience de clients, c'est intéressant. Sinon, on n'a pas de mesures qui permettent d'améliorer le service. Donc voilà, eux, c'est les spécialistes de cette partie-là et qui vont s'attaquer à un marché qui va être très difficile. Après, on a des gens qui, un peu dans l'esprit, je vous donne un peu les tendances, un peu d'approche des solutions.
Vous connaissez tous Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'était plutôt de l'échange de biens entre particuliers. Et du jour au lendemain, ils ont pivoté et ils sont allés sur l'emploi. Alors, vous qui êtes plus sur l'emploi, vous avez peut-être des remarques par rapport à ça, l'emploi, la formation. Mais du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sur un secteur qui n'était pas le leur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelqu'un qui a de l'audience, c'est le cas d'Amazon ou d'autres places de marché, etc. À partir du moment où vous avez des adresses mail et des gens qui sont ciblés par rapport à un domaine, vous pouvez vous orienter sur un autre secteur d'activité et aller embêter d'autres acteurs qui étaient déjà en place. Mais tout ça parce que vous maîtrisez très très bien le numérique. Voilà. Le Bon Coin, il avait fait du mal à Paru Vendu, là, qu'on avait, le siège, je crois qu'il était à Lyon, qui étaient les petites annonces sur du papier, quoi. Et là, il s'est attaqué à un autre secteur d'activité qui est l'emploi. En proposant des services, en sachant qu'il avait déjà beaucoup d'utilisateurs. Donc, des gens qui sont capables de changer de marché assez rapidement. Beaucoup de choses qui se dématérialisent. Hein. Donc, en résumé, votre banque, elle est dans votre poche. Donc, comment vous pouvez proposer des choses de cet ordre-là. Des secteurs qui risquent d'être beaucoup touchés avec de l'intermédiation. Là, je vous ai mis à gauche les comptables qui, à mon avis, vont se retrouver dans une situation où beaucoup d'applications maintenant automatise avec l'intelligence artificielle de la saisie, donc des métiers qui changent à l'intérieur de ces métiers-là. Et puis, ils proposent des solutions qui sont faites par des tiers. Donc, un jour, peut-être que c'est l'éditeur de logiciel qui proposera, à l'inverse, le comptable pour le créateur d'entreprise et pas le comptable qui propose la solution informatique. Donc, des modèles économiques et des positions dans la chaîne de valeur qui restent d'être modifiés. C'est le cas, par exemple, là, c'est une question qu'on peut se poser demain. Donc là, je vous ai mis les bulletins de paye, ça c'est plutôt l'expert comptable. Mais vous avez d'autres secteurs, par exemple le secteur du nettoyage. Autant la robotique de service, c'est un domaine où on se pose des questions, mais un robot de nettoyage, c'est quelque chose qui est assez opérationnel et simple. Quelqu'un qui va laver des grandes surfaces avec un robot, finalement, on lui apprend, c'est assez bête. Et la question, c'est demain, qui sera l'interlocuteur du client? Est-ce que ça sera le fournisseur de robots qui va venir proposer le robot et une société de services de nettoyage pour faire les coins, là, comme on voit? Ou est-ce qu'une entreprise de services de nettoyage doit proposer des robots? La question, elle est, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je teste ce marché-là? Est-ce que j'investis dans cette technologie pour voir quelle est la réaction des clients et pas me faire dépasser demain, quoi. C'est un peu le train qui passe. Et il faut se poser des questions par rapport à ça. La sécurité, c'est la même chose. Donc, on a vraiment parfois des recompositions de chaînes de valeur qui sont faites par les techniques. Voilà. Et puis, il y a des secteurs qui sont complètement modifiés. Donc là, je vous ai mis le secteur de la voiture. Avant, on achetait une voiture. Maintenant, on est plutôt dans… Les fabricants sont beaucoup plus dans une position de se dire, je vais apporter des services. C'est un peu ce que vous avez à la maison avec l'imprimante. L'imprimante, vous l'achetez, elle n'est pas chère. Mais par contre, le modèle économique des fabricants d'imprimantes, c'est de vendre de l'encre, en fait. Et donc, on a de plus en plus ce phénomène-là, qui est le fabricant qui apporte des services complémentaires à valeur ajoutée par rapport à son service, à son produit, on va dire. Donc là, la voiture, avant d'acheter une voiture, maintenant on la loue. Moi, la mienne, je ne l'achète plus, hein, je la loue sur 3-4 ans. Elles sont de plus en plus personnalisées. Là, vous avez… des choses qui sont en lien avec le numérique parce que ces configurateurs, vous les avez en ligne, vous pouvez choisir la couleur du pare-brise, pas du pare-brise, la couleur des rétroviseurs, etc. Il y a plein de variantes. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière la chaîne de production, elle est complètement impactée. C'est-à-dire que plus une voiture qui passe dans la série est identique à sa voisine. On ne va plus faire des séries identiques, toutes rouges, toutes vertes, etc. Ça veut dire que la personne qui se trouve sur le poste de travail va se retrouver complètement perturbée parce que chaque voiture qui va arriver va être avec des opérations qui sont différentes. Et derrière, dans l'industrie, on est de plus en plus aussi dans l'orientation de proposer des solutions où les gens vont être de plus en plus, pas autonomes, mais de plus en plus avoir la possibilité de travailler sur plusieurs postes, etc. Et accompagner avec des outils qui sont de plus en plus numériques, simples, avec des vidéos, des explications qui vous expliquent ce qu'il faut faire, et que ça aille assez vite pour que les gens puissent changer d'action rapidement dans une chaîne de valeur. Et puis, avec l'arrivée des systèmes connectés, on est vraiment dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, acheter une voiture quand on habite dans une grande ville, est-ce que c'est encore valable? Vous avez plein de solutions alternatives qui perturbent le secteur. Donc, moi, j'ai mis Autolib, Blablacar, qui est une solution qui rentre en concurrence avec le transport traditionnel, Uber, avec des valeurs derrière qui sont un peu particulières.
peut-être louer votre voiture avec un système en ligne, et puis le service à la demande. Donc, on peut se poser les questions, effectivement, d'acheter une voiture, quoi. Est-ce qu'il faut l'acheter pour la laisser dans un garage? Et puis, vous avez énormément d'argent qui ont été récupérés là, avec la nouvelle économie et les éditeurs de logiciels, en particulier en Californie, et des gens qui ont énormément d'argent qui investissent sur des secteurs qui ne sont pas leur secteur de base. Et là, vous avez par exemple Tesla, hein, c'est Elon Musk, qui fait partie de ce qu'on appelle la PayPal Mafia, donc les gens qui ont gagné énormément d'argent en vendant PayPal et qui se retrouvent à investir sur des secteurs qui n'étaient pas naturels, mais avec des approches qui viennent du web, en fait, avec des approches de distribution qui en sont différentes et qui viennent concurrencer les secteurs traditionnels. Voilà. Donc, des secteurs qui peuvent être complètement changés par l'arrivée d'une techno qui est la connexion. Donc, la connexion dans la voiture, le tableau de bord qui est ce qu'on met Android dessus, qui aura de la pub peut-être de Google, enfin, des secteurs qui sont touchés par énormément de solutions technologiques qui arrivent du monde du web, en fait, du monde des années 2000, avec toutes ces solutions qui sont sorties, le mobile, etc. Voilà. Alors, on dit, bah oui, mais on est protégé, il y a le juridique. Bah, le juridique, il arrive, mais 10 ans après, quoi. On voit actuellement des actions sur les gens qui sont livreurs, est-ce qu'ils sont salariés, pas salariés, etc. Enfin, tous ces aspects-là qui touchent le cadre du travail qui, chez nous, est un peu compliqué, par exemple. Actuellement, on est tous dans l'illégalité presque, puisqu'on télétravaille, mais on n'a pas écrit dans nos contrats que c'est possible, etc. Enfin, et souvent, le juridique, il arrive avec du retard, quoi, voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont moins vite que le numérique. Et souvent, bah, ça arrive après, ça essaye de régler le problème, on va dire. Voilà. Donc, vous allez avoir des attentes de gens qui veulent faire du télétravail. Bon, en ce moment, ça s'est un peu simplifié, mais néanmoins, si vous regardez les règles du cadre du travail, c'est assez compliqué de mettre en place le télétravail, normalement. Bon. Donc, est-ce que cette expérience-là du Covid va un peu libéraliser les choses, mais souvent, il y a une espèce de carcan juridique qui empêche de faire les choses. Vous allez avoir des jeunes salariés de 25-30 ans qui vont vouloir dire ben, « moi, j'arrive plus tard ou je travaille chez moi, etc. » Et vous apercevez que le cadre du travail est compliqué parce que s'ils travaillent chez eux la nuit, est-ce que c'est des heures supplémentaires? Enfin, on se retrouve face à un cadre qui est souvent pas aussi souple qu'on voudrait. Et les technologies ne sont plus un frein maintenant pour développer des choses. Et là, on peut se faire attraper par le juridique. Voilà, si jamais les gens travaillent le soir et ne sont pas payés en heures supplémentaires, ça peut être embêtant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect macro? Enfin, voilà, c'est pour vous dire que les choses vont très vite, l'environnement, il est moins cernable. Et si on n'est pas sur le numérique, on va avoir potentiellement des concurrents qui sont plus agiles que vous sur la partie web, etc. et qui peuvent vous prendre des parts de marché, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Profitez-en pour intervenir. Il n'y a pas de questions dans le chat, Denis, mais voilà, vous pouvez prendre la parole. Vidéo, c'était très intéressant cette partie-là. J'avoue que moi, je me mets à la place d'une entreprise. Il y a vraiment des enjeux importants. On est obligé de bouger, en gros, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment la réflexion sur l'offre, sur la stratégie. C'est un peu vital de réfléchir à qu'est-ce qui peut arriver sur le marché. C'est aussi à la fois des opportunités pour aller prendre des nouveaux marchés, mais aussi d'être vigilant à ce qui peut arriver. Et ça veut dire qu'on est obligé d'être attentif à tout ce qui se passe autour. Et ça va très vite, c'est ça. Donc, voilà. Donc, si on continue, bon, en résumé, on est dans un environnement qui est un peu compliqué parce que c'est ce qu'on appelle de l'omnicanal. C'est-à-dire que vous avez plein de canaux qui arrivent chez vous avec de l'information. Avant, on avait des points d'entrée dans l'entreprise. Maintenant, on a de plus en plus d'environnements numériques qui vous envoient des choses. Donc, des mails, des choses qui arrivent par le site web, peut-être des objets connectés, peut-être les machines elles-mêmes qui sont connectées pour faire de la maintenance ou récupérer de la donnée. Enfin, on est dans un monde hétérogène de données, mais avec beaucoup de données. Donc, ça peut être aussi une valeur pour en faire quelque chose derrière. Enfin, c'est vraiment une nouvelle tendance. De fait, puisque tous les échanges sont numériques, on a beaucoup de matières premières. Mais par contre, ça devient à la fois un avantage et un problème, puisqu'en fait, cette information, elle va être diffusée au sein de l'entreprise et avant, on avait des armoires et puis quand on cherchait le dossier du client qui était au SAV, on tirait l'enveloppe puis on regardait ce qui était écrit dedans. Maintenant, par exemple, le numérique a été une rupture avec le mail, puisqu'en fait, tout le dossier client,
d'une personne est dans ses archives de mails. Mais ce n'est pas partagé et en plus, on n'a pas le droit d'aller voir dans ses mails. Donc, on est dans des choses qui vous décloisonnent à l'extérieur, mais qui peuvent vous cloisonner en interne. Donc, maintenant, on a besoin de plus en plus d'avoir ce qu'on appelle la continuité numérique dans l'entreprise. C'est un thème qu'on va retrouver dans, par exemple, des programmes autour de l'industrie du futur. C'est-à-dire un besoin de partager l'information, qu'elle soit unique, qu'on la trie peut-être parce qu'il y en a peut-être trop. Et puis peut-être derrière, pour pouvoir l'exploiter. L'exploiter, ça peut être faire des tableaux de bord pour pouvoir décider. Mais si on a vraiment beaucoup de données, on peut faire de l'intelligence artificielle avec pour mieux la comprendre, etc. Mais le problème, c'est réellement le partage d'informations. Donc, on a beaucoup de projets autour de ça derrière. Donc, on va retrouver les programmes, tout ce qui est l'intégration, ce qu'on appelle les ERP, les logiciels de gestion intégrés. L'idée, c'est de couvrir avec toute une seule solution toutes les fonctions de l'entreprise. C'est d'aller pêcher l'information au plus près de la réalité, c'est-à-dire peut-être des solutions mobiles qui vont me permettre de récupérer de l'information pour qu'elle arrive très vite dans l'entreprise et qu'on puisse l'utiliser. Ça peut être aussi sur la fonction commerciale, ce qu'on appelle la CRM, puisqu'en fait, tout le monde a ces données qui ne sont pas partagées parce que c'est dans sa boîte aux lettres, mail. L'idée, ce serait de la partager sur une solution pour avoir une vision de ce qui se passe par rapport aux clients dans tous les services, que ce soit le service commercial ou le SAV. Donc ça, c'est souvent des projets autour de la CRM, donc relation client. Donc on a beaucoup de projets qui correspondent à ça. Et on a aussi beaucoup de projets qui arrivent qui sont autour du partage d'informations dans l'entreprise, avec des gens qui abandonnent aussi la messagerie. Donc la messagerie étant utilisée plutôt pour l'extérieur et en interne, utiliser ce qu'on utilise actuellement à cause du coronavirus, hein, des solutions, alors soit Workplace qui est une solution de Facebook, soit Slack, soit Teams qui est une solution de Microsoft, où en fait on est dans un espèce de système qui ressemble un peu aux réseaux sociaux, ce qu'on appelle le RSE, qui n'est pas la vision de réseau social. C'est pas l'autre terme qu'on utilise, c'est La la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est réseau social d'entreprise, où là, en fait, on va être sur des outils qui ressemblent un peu aux réseaux sociaux, du chat, du partage de documents, des choses comme ça, qui se sont diffusés là un peu violemment avec l'arrivée du confinement, quoi. Donc, il y a des entreprises qui ont abandonné la messagerie en interne, parce qu'en fait, tout le monde faisait des copies de tout. Du coup, vous aviez des grosses bases de données qui étaient engluées avec des trucs qui n'étaient pas purgés dans les boîtes aux lettres, et plutôt installer un truc plus léger qui, en plus, souvent est très orienté mobile. Donc, vous avez la même application sur votre mobile, alors que la messagerie, bah, c'est un truc un peu plus lourd et un peu plus ancien en termes de communication. Vous allez retrouver du chat, vous allez retrouver des groupes de travail, on va pouvoir développer des choses de ce type-là. Alors, c'est assez agile, mais à la fois, ça doit être contrôlé parce qu'autrement, ça part dans tous les sens, quoi. Donc, des nouvelles façons de travailler qu'il va falloir tester, peut-être généraliser, mais contrôler un peu parce qu'autrement, ça devient n'importe quoi, quoi. On se retrouve avec un truc qui est plus exploitable dans le temps, difficile de revenir en arrière, donc il faut y aller quand même un peu avec prudence. Autrement, si on ouvre tout, on est souvent un peu débordé par les envies de faire des choses et on ne maîtrise plus rien, quoi. Un peu comme les répertoires de disques durs, quand vous avez un serveur de fichiers où il y en a un peu de partout, ben, ça peut faire la même chose en fait sur ces systèmes-là. Voilà. Donc ensuite, dans le monde industriel, il y a aussi des grosses évolutions avec les projets industrie du futur. Vous avez bien compris que quand on avait quelqu'un qui commandait une voiture avec plein de variantes, dès que ça arrive à la production, il va falloir que le système d'information il soit continu pour que la personne qui est devant la machine, elle sache ce qu'elle doit monter en termes de couleurs, en termes d'accessoires, etc. Donc, on a besoin maintenant d'avoir une convergence entre… Avant, on avait deux systèmes. Un système de gestion, les ERP, les logiciels pour suivre l'atelier, les choses comme ça. Puis après, vous aviez un truc très, très robuste qui s'appelle l'informatique industrielle. Et la grande tendance dans l'industrie, maintenant, c'est la convergence entre les deux systèmes, c'est-à-dire d'arriver à faire communiquer les logiciels de gestion avec les systèmes de production, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très compliqué parce que chaque système a son propre langage, des systèmes qui sont parfois assez anciens et qui peuvent être risqués. On a eu le cas de cryptage de données là, avec les virus dans des entreprises industrielles où le système est arrivé par la messagerie et est arrivé à bloquer les machines spéciales qui étaient dans la partie de production. Donc ça nécessite quand même beaucoup de sécurité. Et c'est vraiment un domaine en pleine mutation.
avec des problématiques d'échange de données pour que les systèmes se comprennent entre eux. Donc, pas mal de normalisation en cours. Et vraiment une révolution industrielle, là, actuellement, ça fait partie des systèmes, enfin, des actions qu'on retrouve dans les programmes qui s'appellent Industrie du futur. C'est aller au plus près des machines, récupérer des données, les remonter pour que, je sais pas, les systèmes de gestion aient des informations plus à jour, en temps réel, etc. Donc, vraiment quelque chose qui est assez innovant et naissant. Voilà. On ne retrouve pas encore dans les PME, PMI, mais c'est une grande tendance qu'il faut suivre quand on est dans le monde industriel. Voilà. Alors, bon, tout ça, c'est un environnement qui change. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses. On hésite à y aller, etc. L'idée, c'est de vous donner un peu des pistes de comment faire, quoi. Voilà. Alors, pourquoi il faut faire évoluer ces systèmes d'information? Parce qu'ils vieillissent, en fait. Malheureusement, on est dans des systèmes qui ont des durées de vie qui ne sont pas celles des machines industrielles. On a des cycles de vie qui sont beaucoup plus courts. Un ordinateur, au bout de 3 ans, souvent, on ne trouve plus de pièces détachées. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui peut être fragile. Et souvent, on a des entreprises qui ont des systèmes qui marchent depuis très longtemps, qui sont super bien. Les utilisateurs sont super contents parce qu'ils ont l'habitude de ce système-là. Seulement, ils ne sont plus maintenus ou l'éditeur ne fait plus du tout cette solution-là. Et ça devient un problème de continuité d'activité, en fait. Et souvent, on hésite parce que tout le monde est bien content de cette solution-là. Donc, il faut accepter parfois de remettre en cause le système qu'on a en place, sous peine de se retrouver finalement dans l'urgence un jour, de se retrouver à changer de solution, mais dans l'urgence. Et là, c'est souvent un peu compliqué. Deuxième chose, quand vous allez avoir des gens qui viennent dans vos entreprises dans le cadre de recrutement, s'ils arrivent et qu'ils voient que c'est des Windows 95 et des écrans tels que vous voyez en haut à gauche, je ne suis pas sûr que vous arriviez à recruter des jeunes, quoi. Donc, moderniser les outils, c'est aussi essayer d'attirer des nouveaux talents. C'est-à-dire que si vous avez des solutions qui sont archaïques, qui ne marchent pas, qui sont lentes, les jeunes, ils vont faire leur période d'essai et ils vont se sauver, quoi. Parce que c'est pas, ils ont une approche du numérique qui est d'avoir des outils de travail qui fonctionnent. Donc, c'est aussi pour ça que les gens ont beaucoup de démarches industrie du futur pour montrer qu'ils sont modernes, beaucoup de communication autour de leurs outils. Voilà. Et les clients internes, c'est des gens que vous allez salarier qui sont aussi des utilisateurs de votre système. Et donc, maintenant, c'est leur outil de travail. C'est-à-dire que si c'est lent, que ça ne marche pas, qu'on perd du temps, non seulement c'est une perte de temps, donc une perte d'argent, mais en plus, ça démotive les gens, quoi. Donc, concrètement, le système d'information, il doit être opérationnel. Et ça fait très vite appel à des problématiques qu'on peut associer à la sécurité des systèmes d'information, le côté continuité, etc. Donc, moderniser ces outils, c'est aussi apporter une image moderne de l'entreprise quand vous faites des recrutements ou même quand vous accueillez des clients. J'avais fait une intervention là pour le MEDEF à Rouen et il y avait un expert comptable qui expliquait qu'en fait chez lui, tous les utilisateurs avaient deux écrans pour avoir du confort, etc. Et chaque fois qu'il avait un nouveau salarié qui arrivait ou même quelqu'un en recrutement, ils étaient surpris de voir autant d'équipements et ça donnait envie de venir dans l'entreprise. Malgré que les experts comptables ont un peu du mal à recruter, le côté équipement était un facteur intéressant pour le futur salarié. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc des solutions vieillissantes qui marchent encore et qui gèrent la production, ça peut être à risque, par exemple. Donc comment on modernise les choses? Donc c'est se dire que de temps en temps, il faut se remettre sur le projet, surtout si votre prestataire a été racheté, par exemple, ou ne fait plus la solution, ça a été développé en interne par un stagiaire ou quelqu'un qui est parti à la retraite. Là, c'est des sujets à risque, quoi. Voilà. Donc là, c'est un sujet, à mon avis, de réflexion pour vous. Voilà. Alors après, la problématique qu'on rencontre, c'est qui s'occupe du numérique dans l'entreprise. En fait, le numérique, il faut comprendre que c'est un peu une gestion de chantier, hein. C'est-à-dire que derrière, ça fait appel à plein de métiers, et si on ne connaît pas bien le domaine, on se fait vite, comment dire, orienté par le prestataire. Donc souvent, c'est le dirigeant ou un proche, parfois c'est les enfants, la femme, le dirigeant dans les petites structures, en particulier les artisans. Un salarié, parfois, qui n'a pas forcément toutes les compétences. Souvent, c'est la personne qui s'occupe des finances, mais il connaîtra la partie gestion, mais la partie web qui n'a rien à voir, je ne suis pas persuadé qu'il maîtrise. Un service, et bien souvent, c'est le prestataire qui donne les pistes, en sachant qu'un prestataire, il a un métier, mais le métier du numérique est très, très large. Le web et la gestion, l'informatique industrielle, c'est vraiment très différent. La sécurité aussi. Donc souvent, ils ont la compétence qu'ils ont
Et les gens se font un peu piéger. Ce n'est pas quelqu'un qui est spécialiste de la gestion qui va faire un site web, par exemple, pour du e-commerce. Donc là, il faut vous faire accompagner. Il y a plein de programmes. Essayez de vous faire accompagner si vous avez un projet. Et on va se retrouver avec des problématiques. C'est que c'est assez transversal dans les entreprises, le numérique. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des évolutions. Donc, ça vous permettra aussi de vous positionner votre entreprise. Quand une entreprise se crée, on va avoir les applications de base pour pouvoir facturer en résumé et puis communiquer. Donc, on va se retrouver avec l'informatique de gestion de base et de communication de base. Voilà. Et puis après, dès qu'on commence à grossir, une entreprise, elle va avoir des nouvelles fonctions qui arrivent. Le commercial, il va y avoir les gens qui s'occupent des études, du chiffrage, etc. Et on va faire monter les fonctionnalités avec la fonction. C'est-à-dire que le service commercial, on va peut-être lui mettre un outil pour faire les devis. La fabrication, ils vont peut-être choisir un outil pour leur métier, etc., etc. Puis on commence à avoir des embryons de besoins de partage. Donc souvent, on met un serveur fichier. Là, c'est des systèmes qui sont hétérogènes. C'est-à-dire que souvent, pour passer de l'information dans un système dans un autre, on est obligé de faire des ressaisies. Donc, on arrive un peu à la limite de l'exercice de ce côté-là. Et donc, nous, on a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette phase-là et qui vont passer dans un système qui voudrait être un peu plus rationnel avec des logiciels qui communiquent entre eux. Et là, c'est souvent un passage qui est un peu difficile parce que le commercial, il a choisi sa solution pour lui, qui était vachement adaptée, très adaptée, qui correspondait bien à son besoin. Le gars qui est à la fabrication aussi. Et là, on va vouloir le mettre dans un ensemble qui va peut-être être un peu moins performant parfois, mais qui est plus intéressant d'une manière macro sur l'ensemble de l'entreprise parce que ça partage les informations et elles sont centralisées au même endroit. Donc là, il faut faire attention et c'est souvent pour ça que les projets de RP sont difficiles et ça a une mauvaise réputation, ces solutions dans les entreprises, c'est que ça vient remplacer une solution qui avait été choisie par les utilisateurs et on va leur coller une application qui est générique et que parfois ils vont perdre des fonctionnalités qu'ils avaient avant. Donc, il faut les impliquer très tôt dans les projets pour pouvoir voir quels sont leurs besoins et ne pas les écarter parce qu'autrement, on va arriver avec un rejet. Donc, on va retrouver parfois des entreprises qui sont très en avance sur la partie droite en haut, des logiciels de gestion interne, et très mauvais sur la partie web parce que ce sont deux métiers différents. Là, actuellement, les solutions les plus complexes à mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal. C'est-à-dire vous achetez, par exemple, alors, pour vous donner un exemple de complexité, l'informatique et le web, c'est des métiers différents. Ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas, ils n'ont pas les mêmes règles, etc. Et là, vous allez avoir, par exemple, si vous faites du click and collect ou des choses comme ça, par exemple, si vous achetez, alors on va citer une grande marque, hein, la Fnac, vous achetez sur un site en ligne qui est générique sur toute la France, vous allez acheter le produit et dans les 2 heures, vous allez le chercher dans le magasin. C'est-à-dire que là, il va falloir synchroniser toutes les informations du stock du magasin local avec le système central, réserver le produit pour pas que quelqu'un l'achète dans le magasin en même temps. Vous voyez la complexité des échanges, et là, quasiment en temps réel. Donc là, ce sont des projets qui sont assez complexes, et quand on parle d'omnicanal, c'est un peu la revanche des grosses enseignes qui s'étaient fait un peu secouer par les pure players dans les années 2000, avec des gens qui arrivaient sur leur marché. C'est que ça devient extrêmement compliqué et extrêmement cher de mettre des systèmes en place comme ça, synchronisés. Et derrière, ça demande des compétences assez pointues pour arriver à faire ça. Donc, on est de plus en plus dans la volonté de proposer des services en ligne. Je suis une entreprise qui serait, je sais pas, dans le service. Je vais vouloir que les gens prennent rendez-vous, par exemple. Mais ça veut dire que les gens, il faut effectivement savoir s'ils sont disponibles à l'instant T, qui se peut mettre en face en fonction du besoin. Donc, vous voyez, dans le service à la personne, c'est des choses où les gens qui sont des particuliers attendent ce genre de service. Mais derrière, à mettre en place, c'est assez compliqué. Donc, on est vraiment dans des attentes qui sont difficiles à couvrir pour une entreprise petite et moyenne actuellement. Et les éditeurs de logiciels n'en sont pas forcément encore tous là. Donc, quand on a des projets de synchronisation entre le web et des outils de gestion, il faut être un peu vigilant. Et là, faites-vous accompagner par des spécialistes parce que c'est réellement complexe les communications entre les systèmes. Mais on voudrait que, par exemple, une entreprise industrielle fabrique, le client, il se trouve en Italie, il voudrait savoir où en est sa production, on puisse se connecter à n'importe quelle heure pour savoir quand c'est que je serai livré, parce que c'est ce que me propose Amazon, quelque part. Donc, les attentes sont très fortes par rapport au système qu'on peut proposer. Donc, faire à moitié, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les attentes, il va falloir les assurer derrière pour que ça corresponde aux besoins. Donc, voilà.
Alors, comment y aller? Là, je vais vous donner un petit article là, qui était pas mal. Il n'y a pas de projet numérique sans engagement de la direction générale. C'est-à-dire qu'on ne dit pas toi, machin, fais, ça n'ira pas. Il faut vraiment qu'on explique pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut faire et où c'est qu'on veut aller. Donc, c'est des notions qui sont associées à la stratégie. Et souvent, nous, on intervient sur une partie réalisation où cette stratégie, elle n'a pas été mise en place. Ensuite, ce qu'on dit, c'est pour ne pas épuiser les gens, il faut penser long et agir court. C'est-à-dire très vite, il faut que les gens ils aient un retour sur leur travail. En fait. C'est-à-dire quand vous mettez en place une solution, il y a des nouvelles méthodes qui existent, la méthode agile chez les prestataires qui permettent de voir très rapidement, concrètement, qu'est-ce que ça va donner. Avant, on était dans des tunnels en fait où vous faisiez un cahier des charges très compliqué. Et puis, on avait, au bout de 6 mois, la réalisation. Et entre-temps, le monde avait changé, ça ne correspondait pas aux besoins. Puis en plus, on ne s'était pas forcément expliqué comme il faut. Et du coup, c'était plus possible de corriger. Donc, très, très vite, il faut montrer ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des choses qui montrent que très rapidement, ça marche. Parfois même, dans des applications là, très industrielles, de dire on va faire un test sur quelques utilisateurs qui sont motivés. Et une fois que ça marche, on va pouvoir valoriser que ça marche et le déployer ailleurs. Donc, vous voyez, des gestions de projets un peu particulières donc, pour diffuser les solutions. Donc, impliquer beaucoup les utilisateurs et très rapidement qu'il y ait des retours pour pouvoir communiquer en disant que c'est top, ça avance, etc. Et que ça ne soit pas quelque chose qui dure 18 mois sans qu'on voit que ça avance parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours le quotidien qui passe devant. Dans les choses aussi qui sont importantes, c'est un peu comme la natation, c'est-à-dire que le numérique, la théorie c'est bien, mais plonger dans l'eau et essayer, c'est encore mieux. Donc, essayer de former les gens et surtout les inciter à regarder. Parce que maintenant, on ne peut pas se faire beaucoup accompagner par la formation. Ça existe de moins en moins en fait sur les outils numériques. La formation, elle ne suit pas les technologies, ça évolue trop vite. Si vous voulez des infos, souvent elles se trouvent directement en ligne sur du YouTube, c'est le phénomène des tutos, on va se dire. Et certaines entreprises, eh ben, elles acceptent de libérer un peu de temps aux gens pour qu'ils se forment sur les solutions, qu'ils se forment sur le domaine, etc. Et vous avez des MOOC, j'en parlerai plus tard parce que ça, c'est intéressant. Il y a des tas de services en ligne qui sont présents, gratuits parfois même, qui peuvent vous permettre d'avoir une culture générale sur le domaine. Parce que prendre des décisions sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que derrière, on n'est pas capable d'encadrer non plus les prestataires ou les utilisateurs. Donc ça, c'est très important et ça devient de plus en plus criant dans tous les métiers, puisque le numérique est transversal. Et après, il y a une notion d'ouvrir, c'est-à-dire d'envoyer les gens voir dans d'autres domaines ce qui se fait, aller sur des salons. Bon, en ce moment, c'est un peu loupé, hein, mais c'est ouvrir l'entreprise à l'extérieur, des startups, aller voir ce qui se passe chez French Tech, là, qui est une structure qui permet de voir quelles sont les startups qui se sont créées dans plein de technos. Voilà. Donc, ce genre de choses, c'est important pour essayer de trouver des idées qu'on pourrait appliquer dans son entreprise. Voilà. Donc après, le numérique, ce n'est pas une fin en soi. Donc, soit ça ne marche, c'est qu'une réponse à un besoin qui va être soit défensif, soit offensif. Hein, soit je veux me défendre parce que Amazon est là, soit je veux finalement aller conquérir des parts de marché, soit j'ai une stratégie à l'international, enfin, etc. Enfin, c'est ça qui va sous-tendre les besoins derrière. Soit je veux réduire mes coûts, soit je veux être au plus près du réel et je voudrais que les gens ils saisissent directement sur les machines de production, soit je veux avoir une information qui vient d'une machine-outil. Enfin voilà, ça pour finalement mieux piloter ma production. Enfin, derrière, il y a un objectif. C'est pas du numérique pour du numérique. On ne met pas du numérique pour régler un problème d'organisation, par exemple. On met une organisation, on mettra un outil pour pouvoir appuyer cette organisation-là. Donc, on a deux axes principaux en termes de projet. Un premier, c'est améliorer ce qu'on fait déjà. Donc, dans ce qu'on appelle la transformation digitale, il y a vraiment ces deux axes-là. Beaucoup de projets, 95% ou même 98%, on ne change pas son métier, mais on digitalise en fait ses processus. Donc, c'est souvent soit les processus internes, soit externes. Et on va essayer de mettre du numérique pour être plus performant, ne pas perdre l'info, d'avoir une meilleure qualité de service, etc. Là, on va retrouver les ERP, les plateformes de services en ligne, on va retrouver le e-commerce, fait partie de ça, etc. C'est une grosse part des programmes qu'on accompagne. Et puis après, vous avez une deuxième chose, c'est l'innovation, c'est-à-dire renouveler la façon dont on opère les services en apportant du numérique.
Donc là, c'est de l'innovation. Et là, on va être presque dans la création d'activités. Développer, je vous donne un exemple, je fabrique des grues et je les distribue. En fait, je propose des grues sur des chantiers. Par contre, vous avez des gens qui les utilisent beaucoup, d'autres qui les utilisent moins. On pourrait mettre des capteurs, avoir un modèle économique un peu différent, de dire, ben, je fais payer l'installation et puis après, j'ai des forfaits en fonction du poids qui est supporté ou le nombre d'heures de fonctionnement. Et on change le modèle qui est, entre guillemets, il pourrait même y avoir des capteurs qui détecteraient le fait qu'il peut y avoir des pannes potentielles qui arrêteraient le chantier, etc. Enfin, on pourrait inventer plein de choses par rapport à ça, ou des systèmes de sécurité pour que les gens ne grimpent pas sur les grues le soir pour se photographier en haut ou voir la belle vue qui est en haut. Enfin, des tas de choses qu'on pourrait inventer. Et on change son modèle économique en partant de fabricant à apporteur de service. C'est ce qu'on retrouve dans l'automobile que je vous ai donné tout à l'heure, où en fait on dit bah, finalement vous louez la voiture, mais derrière vous avez la maintenance, vous tombez en panne, on vient vous le réparer. Et tout ça, c'est dans un forfait qui est un abonnement en fait. Donc, des modèles économiques qui sont différents. Alors, c'est très intéressant, mais derrière, produire ce service-là coûte assez cher, parce qu'il va falloir intégrer des capteurs, des systèmes de connexion. Et il faut être bien sûr que le client est prêt à payer. Soit c'est une stratégie de différenciation, et on investit pour proposer ce service-là. Et derrière, j'aurai un avantage concurrentiel, mais ça me coûte. C'est un investissement R&D, etc. Mais le prix est le même. Soit après, c'est un autre modèle économique et on est presque dans un modèle où il faut d'abord faire une espèce d'étude de marché et très vite aller voir si le client a besoin de ce genre de choses. Donc, on fait pas mal de projets de ce qu'on appelle des POC, des preuves de concept sur ces sujets-là. Où en fait, par exemple, on a accompagné une entreprise qui fait de la maintenance industrielle avec des systèmes de vision qui permettent d'afficher les choses sur des lunettes, en fait, pour aider des gens qui ne sont pas des spécialistes d'une machine à pouvoir avoir les informations en temps réel avec les mains libres, etc. On ne sait pas si le client est prêt à payer ce service. Par exemple, pour des services internes dans une entreprise qui fait de la maintenance. Et puis, est-ce que c'est le gars qui a ça sur les yeux, est-ce que c'est confortable, pas confortable? Donc maintenant, on fait beaucoup ce qu'on appelle des preuves de concept dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire toutes les fonctionnalités comme on faisait avant, puis on arrive sur le marché avec toutes les fonctionnalités. On va faire une espèce de maquette et très vite, on va aller voir les clients pour voir s'ils sont prêts à payer, si le service les intéresse. Parce que parfois, son idée, ce n'est pas celle du client. Voilà, donc des choses de ce type-là. Donc ça, c'est deux projets différents. Et après, c'est des projets qui sont plutôt internes, d'améliorer la culture numérique des salariés, puisque le numérique est de partout et les gens ont leur propre usage. Et on va retrouver aussi des méthodes de gestion de projet qui ressemblent un peu à ce qu'on avait avant les cercles de qualité, c'est-à-dire mélanger les gens, aller voir dans l'atelier quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et avoir quelqu'un qui va dire « Ah bah tiens, ça serait intéressant peut-être de vous mettre une application mobile pour régler votre problème ». Et les gens les plus adaptés pour gérer ça dans une entreprise, c'est souvent le responsable qualité, en fait. Donc, pas du tout un informaticien, mais quelqu'un qui est près des utilisateurs et qui va travailler sur de l'amélioration continue. Voilà. Alors que l'innovation est plutôt sur les services marketing, vente, etc., innovation. Voilà. Sur la partie améliorée, ça ressemble beaucoup à l'amélioration continue, de la qualité, etc. Parce que ce n'est pas parce qu'on a installé un ERP, là on accompagne, je vais vous donner des exemples de... On a des gens qu'on accompagne sur remplacer un système existant qui est obsolète, mais on a aussi des gens qui sont équipés et qui viennent nous voir pour avoir un regard extérieur en disant bah, « nous, on fonctionne comme ça. Est-ce que c'est sage ou est-ce qu'il y a des modules complémentaires ou une autre façon de voir la façon dont on travaille dans nos processus pour améliorer ce qu'on fait déjà ?» Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment. Après, des projets autour du partage d'informations tels que je vous l'ai décrit, donc ça peut être des logiciels de gestion de la relation client, mais ça peut être aussi des plateformes d'échange de données. Des choses qui sortent du système d'information, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai des gens qui partent sur le terrain et qui doivent faire des rapports. Est-ce que peut-être une application mobile qui prend des photos et de la dictée vocale qui permettrait de remonter des informations très rapidement et de les centraliser en étant numérique pourrait répondre à un besoin et on va essayer de voir si ça pourrait correspondre dans un prototype, par exemple. Plus près du réel, on va retrouver des applications d'industrie. Pardon ? Excusez-moi, Denis, il y a une question dans le chat de Béata qui demande s'il serait possible de donner plus d'informations concernant les outils d'échange d'informations comme Teams par rapport au mail. Oui, oui. Alors, je ne sais pas quelle est votre question précise. Peut-être que vous pouvez ouvrir le micro et poser la question plus précise.
Non? Alors, si je lis, c'est de comprendre quels sont les avantages de ces outils, voilà, Ah, de Slack par rapport au mail. Voilà. Alors, moi, j'ai d'accord, ok. compris que ça évite de… Alors, on est tellement enfin, on est spammé quoi, sans arrêt, et au bout d'un moment, se faire copier à tout le monde, bah, ça surcharge votre boîte aux lettres. En fait, les boîtes aux lettres souvent sont limitées, et puis on va avoir plein de documents qu'il va falloir sauvegarder sur des systèmes, alors que c'est de l'information qu'on vous a mis pour information. Et donc, l'idée du chat, eh ben, c'est au lieu d'envoyer un mail à quelqu'un, c'est le principe du post-it, hein, c'est au lieu d'envoyer un mail à quelqu'un pour lui dire tiens, passe me voir, j'ai quelque chose à te dire, on va le contacter sur un chat, en fait, par exemple. Et du coup, le système, ça ne sert à rien de mémoriser cette information-là, elle est éphémère. Et du coup, un mail, c'est plutôt quelque chose qu'on va voir, il va falloir purger, etc. Alors que là, l'information, elle est très légère et on n'aura pas besoin de le faire. Après, l'avantage de ces systèmes-là, c'est que dessus, vous avez de la visio, comme on fait là, souvent. Donc, d'autres façons de rentrer en relation pour des gens qui seraient, par exemple, distants. Possibilité de travailler sur des groupes de travail, partager des documents. Enfin, c'est ce qu'on va retrouver un peu avec… c'est souvent très associé avec la bureautique collaborative. C'est-à-dire partager des documents, travailler ensemble sur des documents, ce genre de choses. Et la messagerie, ben, c'est très bien, mais souvent, on envoie le message à plein de gens qui ne les lisent pas, quoi. Donc, un flux, bah, c'est un petit message qui est rapide, qui ressemble à WhatsApp, hein. Je ne sais pas si vous utilisez des outils de ce type-là. Euh, c'est aussi très adapté à une génération de jeunes. En fait, ces outils-là, Slack, par exemple, il a été beaucoup utilisé dans les startups initialement. Et parfois même, les gens n'avaient même plus d'adresse. Je pense dans des sociétés, je me rappelle d'une société que j'avais rencontrée qui était dans l'édition de logiciels ou dans le web, je ne sais plus. Les gens n'avaient même plus de messagerie interne, en fait. Ils avaient un portail sur lequel ils pouvaient communiquer entre eux, mais ils n'avaient plus de messagerie. Il y a quelques personnes qui avaient des adresses mail, en fait. Ceux qui avaient des besoins de relations extérieures, quoi, en fait. Si je peux permettre de témoigner, Denis, justement, puisqu'à la MMIE, on utilise Slack. Alors Ouais. moi, je ne connaissais pas avant, alors je ne fais pas partie de la jeune génération, mais j'apprécie beaucoup. Et l'avantage principal, effectivement, c'est des échanges beaucoup plus rapides avec les collègues en interne sur des sujets, soit une personne, soit plusieurs. Et effectivement, ça évite d'avoir quantité de mails à gérer, à détruire, à archiver, à supprimer. Et donc, c'est très pratique de pouvoir… Ouais, pour une question-réponse, souvent ça s'enchaîne, on ne rend plus rien, voilà. Parce que vous n'aviez pas parlé de ce sujet-là, Denis, mais la pollution numérique, voilà, c'est aussi un sujet aujourd'hui. C'est ça. Et de tous C'est les ça, fichiers ouais. qu'on a à droite à gauche, l'idée, c'est, je pense, d'avoir ça en tête aussi, de penser à la… Oui, puis on peut voir aussi si les gens sont disponibles, pas disponibles, parce qu'on va pouvoir gérer sa disponibilité. Alors, Teams, il est un peu vicieux parce que si vous réservez du temps ou si vous avez des plages de temps qui sont réservées pour des choses, vous apparaissez comme pas disponible. Donc, il faut s'habituer à ce genre d'outil. Mais les gens peuvent voir que vous êtes disponible et qu'on peut échanger un chat ou avant d'envoyer un mail en disant tu peux me rappeler. Alors là, on va envoyer un petit chat en disant est-ce qu'on peut converser quand ça t'arrange et on n'envoie pas 12 mails pour échanger sur ce sujet-là, quoi. Donc, c'est une autre façon de communiquer, quoi. Voilà. Et à toi, du coup, est-ce qu'on a répondu à votre question ou est-ce que vous avez d'autres précisions ou est-ce que… Alors, je vois qu'Hélène nous a rejoint. Bonjour. J'ai pas de micro. Bon, bah, apparemment, Ah, je ne vois pas de donc, commentaires, donc ça a l'air bon, Denis, vous pouvez… ok. Alors, c'est une autre façon de travailler, en fait. C'est des nouvelles approches un peu plus euh, moins structurantes par rapport au mail, qui est quelque chose d'un peu enfermé. Voilà. On peut communiquer avec plusieurs personnes. Enfin, il y a des avantages quand même assez intéressants. Donc, et après, transformer ces produits, c'est ce que je vous expliquais avec son modèle économique. Voilà. Et de toute manière, il faut impliquer les utilisateurs concernés. Alors, ça peut être les clients, mais ça peut être les gens en interne. Très rapidement, dans la gestion de projet, maintenant, d'être plus en plus, ne pas oublier les utilisateurs, parce que c'est eux qui vont derrière aimer ou pas le système. Donc, autant les prendre tout de suite dans le programme, dans le projet, parce qu'autrement, vous allez leur proposer quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins, et en plus, ils vont le rejeter. L'informatique, quand vous voyez, souvent, vous allez quelque part et qu'il y a un truc qui ne marche pas, on dit, ah, c'est l'informatique qui ne marche pas. En fait, c'est aussi une façon de se dédouaner en disant, bon, j'en ai rien à faire, ça ne marche pas, c'est l'informatique, etc. Donc, impliquer les utilisateurs, c'est impératif. Voilà. OK. Donc, si je continue, bon, des questions. Je pense. Alors, Denis, il y a une question de Dominique assez longue, alors je vais la lire si vous voulez bien. À moins si vous voulez prendre la parole, Dominique, sinon bon, je la lis. Alors, on nous propose des tablettes pour les personnels de chantier. Donc, Dominique Proton est gérant d'une société dans les espaces verts.
Ouais, qui permettent de faire signer aux gardiens qui valident nos travaux avec photos et heures de travaux. ouais, oui, oui. Cependant, comment imposer à notre prestataire du logiciel de gestion des rapports de chantier de faire un pont? Ce dernier ne veut pas qu'un autre informaticien vienne dans son logiciel pour faire une intégration. Ah oui, Dominique, voilà, je vois que vous Voilà. vous intéressez. En fait, oui, vous êtes dans l'esprit d'aller chercher l'info et de la numériser, donc c'est dans l'esprit du moment. Ouais. Bon, les tablettes sur les chantiers, ça dépend. C'est les chantiers Là, c'est d'entretien. des chantiers d'entretien. Et Ouais. en fait, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une application qui a l'air très moderne, enfin, bon, au goût du jour, Ouais, on va dire, en temps réel. Et en fait, le gros problème, c'est on a un logiciel de gestion où on fait les devis, les factures, et puis ouais, tout ce qui est coût de revient. Et après, on intègre un compta. Mais en fait, le prestataire en fait, ne veut pas vraiment que quelqu'un vienne s'immiscer dans son logiciel pour faire l'intégration. Comment est-ce ouais, je qu'on peut comprends. imposer ça? Alors, imposer, en fait, c'est la vieille école, en fait. Vous parlez du prestataire de gestion, peut-être, non, c'est ça? Prestataire de gestion, ouais, il veut pas que C'est la la vieille nouvelle école, application, ça. enfin, il fait un peu, il dit non, mais on va le mettre en place. Mais en fait, ça fait 2 ans que ça Ouais, c'est dure ça. et En fait, c'est la vieille école, en fait. Ça, c'est la vieille école. L'éditeur de logiciel, lui, il voulait pas qu'on fasse rentrer le loup dans la bergerie, hein. C'est un Hmm. peu ça. Et Ouais, du coup, il protégeait son système en faisant, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire, alors qu'il connaît rien à la tablette. Il n'a jamais développé d'application sur Android, par exemple, ou sur iPad en général. Mais il veut surtout pas qu'il y ait un nouvel entrant qui arrive. Alors maintenant, on est de plus en plus dans des notions d'écosystème, en fait. Les gens un peu modernes se concentrent sur leur métier, qui est la gestion, par exemple, et vont faire des passerelles pour permettre d'intégrer des choses qui viennent d'ailleurs, et plutôt il y a un concept qui s'appelle le best of breed, le meilleur de sa race, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire de dire, ben, moi, je sais faire ça. Par contre, il y a des gens qui savent très bien faire d'autres choses. Montons un système collaboratif, entre guillemets, et ils proposent ce qu'on appelle des API. API, c'est en fait des portes d'entrée dans le système de gestion avec des formats standards, enfin une explication comment converser, quoi, en fait. Ça hmm. s'appelle des API. Mais il faut encore que l'éditeur veuille bien le faire. Et vous avez ces écosystèmes, ils existent beaucoup dans le web, en fait. Sur le e-commerce, par exemple, vous avez des plateformes comme PrestaShop. C'est un éditeur qui fait des solutions de e-commerce. Par contre, lui, la Poste, qui fait des livraisons et qui vous permet de suivre le colis, tout ça, c'est pas son métier. Donc, lui, il va proposer un module complémentaire qui vient de quelqu'un d'autre. Vous avez la même chose sur des gros logiciels comme Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel de CRM. En fait, il y a un écosystème derrière. Eux, ils disent, bah, moi, faire telle fonction, c'est pas mon métier. Bah, il y a machin qui sait bien faire. Et ben, on va faire une interface entre les deux. Donc, malheureusement, là, vous êtes dans un système où l'éditeur, est-ce que c'est un gros éditeur qui, lui, n'a pas envie, ou est-ce que c'est une petite structure qui a un peu peur de se faire piquer ses clients, quoi. Je pense Alors qu'il que y c'est aurait peut-être un plutôt le intérêt. deuxième cas, dans le sens où ouais, il n'est pas assez gros et je pense qu'il voudrait le faire, mais en fait, après, ça demande de déployer des moyens Ouais, énormes. je Donc, comprends. Là, il n'y a pas de solution magique. En fait, c'est ce qui a changé la donne. Je n'ai pas fait cette partie-là, mais c'est assez intéressant de comprendre. L'éditeur de logiciel, avant, il vivait avec son parc installé. C'est-à-dire qu'il avait un certain nombre d'utilisateurs. Et puis, si un utilisateur voulait quelque chose, enfin une entreprise voulait quelque chose de supplémentaire, il se faisait payer le développement, en fait. Ah, ben, pas de problème. Moi, mais par contre, ce n'est pas dans le produit standard, en fait. Il va falloir que vous payiez pour le faire développer. Et donc, il n'était pas tellement proactif à proposer des solutions parce que c'était les clients qui lui proposaient des choses et qu'en plus, il se faisait payer. C'est un peu ce qui se passe là. C'est-à-dire que si vous lui dites, ouais. OK, je veux bien, mais je vous donne 10 000 euros, vous me le développez, et puis après, vous pourrez le proposer à d'autres, il serait d'accord. Là, on est dans des solutions qui sont différentes, qui viennent du web. Les gens qui viennent du web, en fait, eh ben, ils vont proposer des solutions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont proposer une solution gratuite, et puis après, ils la feront évoluer, etc. Et eux, leur objectif, c'est de garder le client. Garder le client, pas par le fait qu'il a acheté une licence, mais par le fait qu'il est content du service. C'est très orienté client. Les Google, les Facebook, tous ces gens-là, ils évoluent sans arrêt. Google, il change sans arrêt son algorithme, il change sans arrêt ses fonctionnalités pour que vous utilisiez que lui. Et ça, les éditeurs de logiciels, ils n'ont pas compris, en fait. Ouais. Et ils investissent, c'est-à-dire que Google, il ne se fait pas payer pour rajouter une fonction dans son système. Facebook non plus.
C'est simplement qu'ils veulent garder l'audience. Amazon, c'est pareil, en fait. C'est garder malheureusement le monopole, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, les éditeurs de gestion, eux, ils ne sont pas dans cette philosophie-là. Ils gardent parce qu'ils ont des clients et puis ils attendent que vous les payez, mais ils n'ont pas une vision orientée client, souvent, en fait, en résumé. Là, il n'y a pas de solution miracle. Pour conseiller Dominique, ce serait si son éditeur ne veut pas bouger, c'est à terme envisagé d'en changer ou trouver un argument? Après, vous êtes dans un secteur qui est peut-être. Après, on a des problématiques souvent, c'est sur des secteurs un peu de niche, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'accompagne une entreprise là en Savoie où c'est une entreprise qui est dans une blanchisserie, on va dire, industrielle, qui travaille beaucoup avec les stations de ski, etc., et qui a développé un concept un peu moderne. Son éditeur, il me dit, mais le patron, il a 70 ans, il n'a pas envie de bouger, il a quasiment le monopole sur le marché. Moi, je lui demande des trucs extraordinaires, lui, il n'est pas capable de faire. Il veut faire quasiment du e-commerce. Donc, vous voyez, du suivi en temps réel de ces ballots de textile, enfin, des choses très sophistiquées. Et en fait, il n'y a pas de solution autre que celle-là sur le marché. Donc, vous risquez de vous retrouver face à ce problème-là, c'est-à-dire peu de solutions. Au point où vous aviez un voisin, une entreprise, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, une entreprise, là, il y a à peu près plus de 10 ans, là, qui avait développé une solution, carrément lui-même pour pouvoir finalement mieux payer les gens qui étaient dans le camion, parce que celui qui conduit n'est pas payé pareil. Alors, je ne sais pas si c'est toujours pareil. Voilà, mais c'est justement, c'est lui. C'est lui qui a développé ce concept, et en fait, qui est intéressant. Et donc, on voudrait l'ajouter, ça fait une application qui permettrait d'être ajoutée à notre solution. Et lui, il ne veut pas. Et lui, il a développé cette application. Et en fait, nous, on a notre logiciel de gestion. Et voilà, il faudrait que notre prestataire, enfin notre ancien prestataire, puisque ça fait déjà un moment qu'on est avec lui, il accepte. La seule solution, ça serait de lui payer l'interface. Ouais, et ça le viole un peu quand même. Ouais, c'est ça qui est gênant. Bon, si je peux me permettre, Denis, donc c'est 10h25 bientôt. Vous estimez il vous reste combien de temps pour finir c'est la journée, c'est bon. Moi, je peux. La journée, bon, allez, on fait une petite pause. Non, en fait, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, il faut quasiment avoir la double compétence dans une entreprise. C'est vraiment la tendance. C'est-à-dire qu'un mec, là, je vous ai mis quelqu'un qui répare des voitures, mais finalement, quelqu'un qui répare des voitures, il va faire de plus en plus de numérique. Quelqu'un qui va faire, je sais pas, du commercial. Là, c'est mon cas d'après. Je pense que je l'ai mis juste après le commercial. Le commercial, il faut qu'il change ses pratiques commerciales. C'est-à-dire que maintenant, s'il ne connaît pas le web, qu'il ne sait pas numériser, qu'il ne sait pas faire des outils d'emailing, mesurer le trafic, la transformation, maintenant, on est de moins en moins sur le terrain avec sa voiture pour aller voir les clients. On va gérer différemment. Donc, les métiers changent. Et maintenant, il faut quasiment avoir double casquette. Donc, pour avoir double casquette pour des gens qui sont déjà en place, c'est de la formation. Dans la formation, vous avez des trucs. Moi, je vous recommande d'aller sur des MOOC. Les MOOC, c'est des solutions. Là, il y en a un qui est très, très bien, qui s'appelle FunMOOC. C'est les universités qui font ça. C'est gratuit. Et vous avez énormément de sujets qui sont traités. Vous vous inscrivez sur un cours. Alors, vous ne faites pas tous les cours avec les exercices, mais vous pouvez regarder toutes les vidéos et vous avez un état des lieux d'un sujet, par exemple. Donc, c'est un peu les tendances. Quand on a un problème sur un logiciel, il ne faut pas lire la doc, elle n'existe plus. C'est sur YouTube qu'on va trouver quelqu'un qui va sûrement vous donner la solution. Donc, il y a d'autres façons d'aborder le numérique et qui fait que tout le monde est concerné. Parce que si vous voulez utiliser Excel, il n'y a plus de notices, il n'y a plus rien. Les aides en ligne, elles ne sont pas bonnes. On va regarder sur YouTube qui c'est qui peut m'expliquer. Donc, du coup, les logiciels ne sont pas chers, mais du coup, ça coûte cher dans l'entreprise. On a un transfert de charges. On va vouloir installer une solution. Avant, il y avait des gens qui venaient vous faire plein de démonstrations. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un jeu d'essai et regarder ce que ça donne. On est vraiment sur des choses qui ont beaucoup évolué. Si vous cherchez les solutions, par exemple, d'emailing, il y en a plein. Le seul moyen de savoir si ça correspond à votre besoin, c'est d'essayer. Et du coup, ça veut dire qu'il y a du temps. La solution, elle est quasiment gratuite, mais il va falloir passer du temps sur le projet. Avant, on en passait un peu aussi, mais il faut en passer encore plus parce qu'il n'y a personne pour vous aider. Et les solutions changeant régulièrement, il faut être toujours attentif. Et du coup, ça devient un peu un critère de curiosité qu'on va avoir besoin dans les entreprises par rapport au numérique. Voilà. Donc ça, les MOOC, ça peut vous intéresser. Méfiez-vous si vous avez un projet numérique, pensez à la connectivité. Quand vous êtes dans l'agglo, ça ne pose pas trop de problèmes, mais
la fibre est en cours de déploiement, elle n'est pas de partout, hein, et parfois les gens s'installent, déménagent, ne pensent pas à ça, et se retrouvent finalement isolés parce qu'ils n'ont pas d'accès Internet. Ce que vous voulez faire, c'est ça, c'est je veux et j'obtiens, c'est la notion d'hypermobilité, je pense à Dominique, là. Alors, son projet, c'est ça, c'est-à-dire d'aller chercher l'info sur des dispositifs que les gens ont, sur place, remonter de l'info dynamique, pas perdre de temps en administratif, faire des ressaisies, avoir la possibilité de le faire sur place, ça c'est vraiment très important. Dans le BTP, nouvelle tendance qui est le BIM, donc du virtuel au réel, donc plein de solutions de ce type-là, de maquettes, de choses comme ça. Alors, il y a plein de domaines d'application, hein, voilà, les services connectés, en intelligence artificielle, il faut quand même un peu se méfier. L'intelligence artificielle, par défaut, elle est bête si elle n'a pas de données valables. Donc, vous ne faites pas des rêves par rapport à ça. C'est une grande tendance, il y a beaucoup de communication là-dessus, mais néanmoins, ce n'est pas encore quelque chose qu'on va retrouver de partout. Voilà. Beaucoup de choses autour qui bougent beaucoup, mais qui se cherchent. Tout ce qui est assistance de l'utilisateur. Donc, avec des choses un peu extraordinaires. Bon, en ce moment, l'aéroport est un peu fermé, mais vous avez des systèmes là, qui ont été mis en place à l'aéroport de Lyon pour garer les voitures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça permet d'optimiser les parkings parce qu'on n'ouvre plus les portes. Donc, ça permet de resserrer les voitures. Et c'est un système qui est basé aussi sur de l'application mobile, puisque quand vous arrivez, vous réservez et vous rentrez votre voiture et ça la range. Et puis après, quand vous atterrissez, vous redemandez votre voiture, ça vous la ramène et vous la récupérez. C'est assez surprenant. Et ça se cherche beaucoup, hein. Par contre, une forte évolution sur la robotique de service qui avant était quelque chose, le robot, on ne le mettait pas à côté d'une personne parce que c'était une machine-outil dangereuse. On a beaucoup de choses où en fait on a une interaction entre l'humain et la personne. Il faut regarder un peu, alors des tondeuses autonomes, je ne sais pas si ça existe, et puis être vigilant sur la partie sécurité. Donc si vous vous posez des questions là-dessus, vous pouvez aller vous former, il y a un site assez intéressant qui est fait par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous avez un MOOC donc des contenus en ligne de formation qui sont gratuits, qui sont sur la cybersécurité. Et c'est assez rapide à faire et ça vous donne un peu les bonnes pratiques. Ça s'appelle alors, cybermalveillance, c'est un truc pour, si jamais vous avez des problèmes, pouvoir savoir ce qu'il faut faire si vous êtes attaqué, par exemple. Et c'est un MOOC sur la sécurité dont je n'ai plus le nom, mais vous cherchez ANSSI, A-N-S-2-I, et vous cherchez MOOC, M-O-O-C, vous trouverez le MOOC de l'ANSSI. Voilà, voilà j'ai fini en fait. Je suis allé très vite. Voilà, bon, un sujet très large, j'ai essayé de vous donner un peu des repères. En fait, voilà, si vous avez des projets derrière, pensez ENE, quoi. Derrière, on est là pour vous aider. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Denis. C'était passionnant, en effet. Avant de passer la parole aux quelques questions, moi, pour résumer, ce que j'en ai retenu vraiment d'intéressant, c'est, comme dans beaucoup de domaines, l'implication du dirigeant et de réfléchir à la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les objectifs? Ça fait le lien avec le dernier webinaire d'aujourd'hui pour les entreprises, le MailJet, où justement Anastasia va vraiment, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux mettre dans mes newsletters? Quels sont mes objectifs? Voilà, avant de me faire une newsletter. Et l'autre sujet que j'ai retenu, c'est d'impliquer les utilisateurs. On voit que le numérique implique des changements dans les structures et ça peut être difficile de changer d'outil. Là, on est tous passés par des changements de logiciels, de RP, et c'est très douloureux. Et d'impliquer les utilisateurs en amont avec les nouvelles méthodes, c'est la clé. Et ça fait le lien avec le premier webinaire qu'on a eu hier matin avec la Frégate, justement, où le sujet, c'était transformation digitale qui passe d'abord par une transformation culturelle en impliquant, en utilisant des outils, comme vous avez parlé, la méthode agile. Elles, en l'occurrence, ont présenté le design thinking, voilà, qui est en amont de la méthode agile. Voilà, je fais le lien juste avec ces deux webinaires. Oui, merci beaucoup. Après, dans les réflexions qu'il faut avoir, c'est qu'on intègre. Souvent, les gens, ils ont des problèmes, c'est qu'ils veulent absolument continuer à travailler comme ils faisaient avant. Donc, ils vont trouver une solution, ils vont la tordre pour que ça corresponde à la façon dont ils travaillent. Et parfois, il faut se dire, mais finalement, est-ce que je travaille bien, quoi? Et remettre en cause ces pratiques. Parce que souvent, les logiciels, ils sont faits comme à partir des retours des utilisateurs qui sont finalement du bon sens. C'est-à-dire que si tout le monde travaille comme ça,
il y a de grandes chances que moi, qui travaille différemment, je peux peut-être remettre en cause mes pratiques. Et puis, me concentrer sur les particularités, en fait, sur quelques points dans le logiciel, en faisant faire peut-être quelques adaptations. Mais souvent, les logiciels, ils sont prévus pour régler la plupart des problèmes d'une manière générique. Donc, il y a des fois, il faut aussi regarder, nous, quand on accompagne des gens, on regarde beaucoup la partie organisation. Quels sont leurs processus, où c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas, pourquoi ils font comme ça, et puis peut-être se remettre en cause ça avant de se trouver la solution. Sinon, on inverse le truc, c'est qu'on tord le truc, le logiciel, ce qui fait qu'il est plus quasiment utilisable parce qu'on a fait un truc trop compliqué. C'est l'usine à gaz. Quoi. Mais l'usine à gaz, elle était liée à l'organisation interne. Effectivement. Et donc, comme vous disiez, pour les participants, donc sur le site de l'UNE, il y a plein de ressources. Il y a aussi les contacts. Il y a les missions que vous proposez, les accompagnements que vous proposez. S'il y a des questions, voilà, si les uns et les autres, vous souhaitez vous faire accompagner ou trouver des ressources, voilà, il y a le site de l'UNE. Hein. Voilà. Et en fait, oui, n'hésitez pas, parce qu'en fait, il y a les programmes d'accompagnement. Franchement, ça vous permet de sécuriser votre projet. Le problème, c'est d'être à plusieurs, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient vous poser des questions, et il y a des fois, c'est des questions qui ne sont jamais posées en interne. Donc, le conseil, ça a du sens. Quoi. Et puis, il y a des financements qui permettent de couvrir cette partie-là, tout en partie, pas forcément tout, mais une grosse partie. Ça vous fait bénéficier d'expériences de gens qui ont déjà géré des projets comme ça dans d'autres entreprises et qui peut-être vous poseront des questions sur pourquoi vous faites pourquoi alors que les gens font différemment. Quoi. Et ça permet aussi de régler parfois des problèmes qu'on va retrouver en aval dès qu'on commence à intégrer la solution. On se rend compte que la solution ne correspond pas. Quoi. Voilà. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas, parmi les participants, si vous souhaitez prendre la parole, certains d'entre vous. Oui, j'ai une petite question, enfin qui n'est pas vraiment une question, mais bonjour. Donc moi, je suis Ambline, je travaille dans une association qui accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi. Oui. Suite au premier confinement, on a mis en place l'outil Teams. Il y avait vraiment peu de choses tournées autour du numérique dans notre dispositif. Et suite à la fin du premier confinement, Teams a été complètement mis de côté une fois qu'on a repris un petit peu en présentiel. Et là, il y a eu le deuxième confinement, donc on a repris un peu en main l'outil Teams. Mais ça n'empêche que je trouve qu'il faut avoir un pouvoir de conviction qui est très important, parce qu'autant on bosse avec une équipe qui est jeune, donc qui est quand même dans le numérique. Je veux dire, on a tous WhatsApp sur nos téléphones. On est tous présents sur les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup de mal à convaincre l'équipe. On s'envoie des tonnes de mails par jour avec toutes les offres d'emploi, voilà, à être sur Teams, à juste se dire, bah voilà, là, ça correspond, c'est juste une offre pour telle personne dans l'équipe. Et il faut, voilà, c'est pas vraiment une question, mais je dis juste qu'il faut, même avec une équipe jeune et sensibilisée au numérique, c'est parfois pas simple d'imposer. C'est sûr, parce que c'est lui ça. En fait, derrière. Mais en fait, dans des projets comme ça, en fait, c'est quoi la carotte qui va faire qu'ils vont sur le système, en fait. Moi, j'ai géré des projets d'intranet, en fait. Il faut mettre une carotte, un truc qui les oblige à venir, entre guillemets, par rapport à des besoins qui sont peut-être pas forcément, entre guillemets, des besoins. Nous, on a par exemple un truc qui s'appelle le café du matin. Et en fait, c'est sur Teams, les gens viennent s'ils veulent. Et c'est des points de rencontre. Et après, on a des projets qu'on gère. Actuellement, on est sur un projet de migration de CRM. On a créé des espaces de discussion dédiés à des projets. C'est comme ça qu'on arrive à rassembler les gens, parce qu'autrement, c'est du chat, on peut parler toute la journée. Quoi. Après, est-ce que le format d'envoi de CV correspondait aux besoins? Peut-être pas, en fait. C'est peut-être une solution de partage de CV qui aurait été intéressante, qui est plutôt une application, je ne sais pas. C'est peut-être pas que Teams n'est peut-être pas adapté à ce genre de choses. On est vraiment dans des notions de discussion. Donc, partager des CV, je ne sais pas si ça correspond. Alors là, c'est pas sur du partage de CV, c'est vraiment sur parfois, j'ai vu telle offre, est-ce que ça intéresse quelqu'un dans l'équipe Donc c'est vrai que ça s'adresse parfois à toute l'équipe, mais parfois ça s'adresse peut-être seulement à deux personnes. Donc c'est pour ça que moi je trouve que ça a vraiment du sens d'utiliser Teams ou que ça soit Teams. Vous parliez tout à l'heure de Slack, mais ouais. Après, c'est un problème d'usage, quoi. C'est pour ça que je vous disais, il y a certaines entreprises qui ont enlevé la messagerie à des gens qui n'en avaient pas besoin, en fait, pour l'extérieur. Et du coup, en interne, ils utilisaient que des outils qui ressemblent aux réseaux sociaux. C'est une solution, quoi. Après, c'est un peu violent pour des gens qui ont l'habitude d'utiliser la messagerie, ça ne va pas. Mais pour des entreprises
qui l'ont fait comme ça en l'accompagnant, ça s'est pas trop mal passé. Mais après, c'est de l'éducation. Hein. Enfin, le problème, c'est que ce n'est pas la solution technique qui fait l'organisation. Et là, c'est un peu difficile de changer les pratiques, quoi. On est vraiment dans une habitude de la messagerie. Et effectivement, c'est la volonté des gens, quoi. Vous en arrivez, voilà, on est dans du management, quoi. Ouais. Merci. Si on revient, si on reboucle avec ce qu'on disait, c'est toujours partir des utilisateurs, donc repartir de vos collègues et ensemble, peut-être avec un projet, une réunion agile, redéfinir quels sont nos besoins, quels outils on se prend tous ensemble. Ça, c'est une solution peut-être qui a été imposée et repartir de la base. On fait une équipe enfin, nous, on a souvent, sur des sujets comme ça, on fait une petite équipe de travail qui fait un point aux autres, qui dit, voilà, les bonnes pratiques, etc., des retours d'expérience. En disant, tiens, telle équipe a fait ça, regardez, c'est pas mal, est-ce que ça vous intéresse de faire pareil? Dans les méthodes aussi associées à, je vous ai parlé de la formation. Alors, la formation des MOOC, c'est une chose, mais on a aussi des choses qui sont un peu le mentorat. C'est-à-dire, à la fois, vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui est très, très fort sur LinkedIn et qui peut, alors qui ne sera peut-être pas jeune, hein, forcément, mais qui va aller expliquer aux autres comment il fait. Pareil pour Excel, etc. Donc, d'essayer d'impliquer les utilisateurs un peu experts pour transmettre, en fait, quand c'est possible. Ça, c'est des choses aussi qui marchent pas mal avec alors des petits cafés solutions, des choses comme ça, où on avait un truc, c'est la bière aidée. Bière aidée, c'est le vendredi soir. Et le vendredi soir, il y en a pas mal, ça. Des choses. Alors, on ne le fait pas trop régulièrement en ce moment parce qu'on est confiné, mais avant, on faisait la bière aidée. Et une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il y a quelqu'un qui présentait en disant tiens, comment tu utilises LinkedIn? Et puis il présentait ce qu'il faisait, les autres échangeaient. Donc c'est un peu de l'animation. Après, ça marche pas, ça dépend des équipes. Hein. Mais le côté un peu partage d'expérience marche pas mal souvent. Mais après, est-ce que ça a un effet d'entraînement? C'est pas certain, quoi. Mais au moins, ça peut montrer qu'il y a des compétences, des choses qui se font, donner des envies aux autres. Voilà. D'accord. J'ai pas de solution miracle, en fait. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un peu le même phénomène sur ces solutions-là qu'on a sur le répertoire partagé dans un disque dur d'un serveur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça peut devenir n'importe quoi si on ne définit pas un peu des règles. C'est un peu compliqué parce que comme c'est tout ouvert, on peut tout faire, il n'y a pas trop de coordination. Il n'y a pas des axes bien définis de maintenant sur ce sujet-là, voilà comment on va travailler, et qu'il y a quelqu'un qui soit un peu le chef qui explique et qui montre l'exemple. Moi, par exemple, sur la CRM, là, on a un projet de CRM qui est nouveau, mais jusqu'à présent, moi, j'étais un peu le gendarme et je ne pouvais pas gendarmer quelqu'un si moi, je n'étais pas exemplaire. C'est-à-dire, j'avais des collègues qui étaient plutôt de formation commercial, pour leur faire rentrer des données, c'était difficile dans la CRM, mais moi, je ne pouvais pas les critiquer et leur dire de faire ça si moi, par exemple, je me faisais attraper en n'ayant pas rentré ma donnée, quoi. Donc, il faut un peu un chef de projet, quoi, quelque part, par rapport à ça, et c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en place. C'est-à-dire, par rapport à ce nouvel outil, faire un point de l'usage et puis dire, voilà comment on pourrait l'utiliser et avoir un leader, quoi. C'est un peu le problème qu'on a souvent sur les organisations où tout le monde est au même niveau, quoi. Mais il faudrait qu'il y ait une implication de la direction pour montrer les modes de travail, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu la stratégie qu'il faut avoir. Souvent, malheureusement, il faut avoir quelqu'un qui tape sur les doigts. C'est un peu ça. Autrement, on le subit, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu malheureux, mais c'est un peu ça. Merci Denis pour ces pistes intéressantes. Ouais, c'est très intéressant, merci. Donne la direction, voilà. Après. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant que je passe la parole à Hélène pour conclure? Profitez-en, vous pouvez ouvrir le micro, ouvrir la vidéo, échanger avec Denis, parler de vos sujets particuliers avant qu'on termine. Non, écoutez, je ne vois rien venir. Dans ce cas-là, Hélène, je te passe la parole pour peut-être conclure. Merci Denis. De rien.
Oui, alors bonjour à tous, excusez-moi, j'étais sur une autre visio, d'où mon absence jusque-là. Donc oui, non, je ne suis pas du tout légitime à conclure. Je remercierai juste l'ensemble des participants et Denis Chatin et l'ENE, bien sûr. On aura noté la richesse des outils et aussi, à mon sens, et vous l'avez bien souligné, Denis, l'importance d'être à la fois sécurisé et accompagné dans tout ça pour ne pas faire n'importe quoi. On peut tester, enfin faire du test and learn tout le temps, mais c'est mieux aussi si on part avec on va dire quelques béquilles au bon accompagnement. Et Denis, donc on passerait la journée à vous écouter, enfin et à échanger, je pense, et puis à amener effectivement des cas concrets, autant de structures, d'organisations, autant de problématiques. Et c'est vrai que c'est passionnant. Grande richesse, et du coup on comprend toute l'importance de votre organisation, et on vous remercie en tout cas d'avoir pris ce temps ce matin pour nous accompagner. On se permettra de mettre tous ces éléments replay. Il y a un certain nombre de personnes qui voulaient venir être présents ce matin, qui n'ont pu être là, enfin l'organisation, et qui par contre sont dans l'attente voilà, de tous ces éléments, meilleure connaissance des outils, des dispositifs aussi. Donc voilà, encore un peu de travail en perspective en 2021. Je crois que vous n'allez plus arrêter. Oui, c'est ça. Courage à C'est de vous. l'amélioration continue. Donc, Oui. des gens qui sont venus nous voir il y a 5 ans, ils reviennent pour un autre Oui, projet. en plus. Enfin, on est vraiment dans cette notion-là. C'est améliorer ses outils de travail, en fait. Non, La c'est clair, mais transformation, elle est continue. Elle n'est pas à elle, l'instant T, on se transforme, autrement ça s'épuise. elle est continue, et ça fait déjà quelques années qu'on en parle, et c'est vrai que 2020 a été vraiment un électrochoc pour encore de nombreuses entreprises, voilà, et petits commerces, TPE, PME aussi. Voilà, donc là, j'imagine que vous êtes dans On est une pas mal sollicité. suractivité. Un peu moins depuis lundi, on va dire, par les Oui, commerçants. oui, oui, avant, heureusement. Ouais. Vous attendiez avec impatience les la informations ouverture des gouvernementales, du magasins. coup, vous. Ouais, c'est ça. En tout cas, bon courage à vous. Merci mille fois, Merci, bonne Denis, fin pour de cette journée. intervention. Pas de Merci à vous souci. tous. Bonne Et journée bonne à fin tous de et à journée vos à dispo, tous. si vous avez Au des revoir. Merci questions. beaucoup. Ouais. Oui. Merci. Au revoir. Est-ce que Merci à tous. vous nous Omblin. transmettrez, oui, pardon, excuse-moi, est-ce que vous nous transmettrez les coordonnées de On Denis, peut- si on a besoin? Oui, pas de C'est problème. possible. Moi, Ouais. vous avez Oui. mes Ok. coordonnées. De toute manière, vous pouvez les envoyer aux personnes qui étaient présentes. Il n'y a aucun. On va refaire une synthèse d'un certain nombre d'éléments, et on renverra à toutes les personnes Super. présentes ce matin. Omblin. Merci beaucoup en tout cas pour cette Très bien. intervention. Bonne C'était fin de journée à tous. passionnant. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.